autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur NCI, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité. Actualité toujours dominée par la crise socio-politico-militaro au Niger. Les militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey promettent une transition de 3 ans maximum. La proposition sera-t-elle acceptée par toutes les parties, dont la CEDEAO, laquelle organisation régionale a envoyé une délégation qui a finalement pu rencontrer le président Mohamed Bazoum? Faut-il y voir un signe d'évolution dans le dossier ou le statu quo, avec toujours une éventuelle intervention militaire des forces de la CEDEAO, quand on sait justement que les chefs d'état-major de l'organisation se disent prêts à intervenir si l'ordre des chefs d'État était donné? Dossier complexe et plein de rebondissements que nous soumettrons à nos analystes dans les 2 premières parties de cette émission. Et dans la 3e partie, nous évoquerons la pré-campagne électorale qui bat son plein ici en Côte d'Ivoire, à 12 jours des élections locales. Voilà pour le sommaire de cette émission ce soir. Avec moi en plateau pour faire le débat, justement, ils sont au nombre de 6, comme presque tous les dimanches, Dr Sylvain Guessant. Il est écrivain, analyste politique, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Son dernier bébé, la sécurité économique de la Côte d'Ivoire. Il nous en dira un tout petit peu plus vers la fin de cette émission. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Ça faisait un moment qu'on ne vous voyait pas. Tout va bien? Oui, ça va, ça va. Très bien, parfait. En tout cas, merci d'être là ce soir. Merci. Saïd Penda, journaliste, éditorialiste, merci d'être avec nous. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir et bien des choses à vos téléspectateurs. Merci beaucoup, Saïd. Alafé Ouakili, journaliste, directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Ali. Merci beaucoup. Geoffroy-Julien Kouao, politologue et écrivain, enseignant. Bonsoir et bienvenue. Merci, Ali. Merci d'être là. Augustin Couillot, journaliste, qu'on n'avait pas vu depuis un moment aussi. Augustin? Oui, ça va. Tout va bien? Oui, ça va mieux. Parfait. Quand on fait appel à vous, vous êtes là, c'est ce que vous vouliez dire? Oui, non, mais enfin, vous avez toujours fait appel à moi. Absolument. Mais bon, à un certain moment, j'avais quelques... Vous aviez décroché un tout petit peu. Voilà, donc voilà. Sinon, voilà, je sais que vous m'avez toujours fait appel. Parfait, parfait. Professeur Arthur Banga, historien spécialiste en sécurité et défense, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Ali. Merci d'être là. Messieurs, vous avez tous, je présume, entendu le général Tiani hier. Notre ambition n'est pas de confisquer le pouvoir, a-t-il déclaré. Il a déclaré hier, donc, lui qui est arrivé au pouvoir le 26 juillet dernier par un coup d'État, on le sait tous, ayant renversé le président Mohamed Bazoum. Dans une allocution télévisée d'une dizaine de minutes, il a précisé que la durée de la transition ne saurait aller au-delà de 3 ans et convoqué un dialogue national qui devra formuler des propositions concrètes sous 30 jours afin de poser les fondements, dit-il, d'une nouvelle vie constitutionnelle. Je vous propose de l'écouter et on en parle juste après. Les forces vives qui y seront conviées s'attelleront dans un délai de 30 jours à formuler des propositions concrètes devant conduire 1. À définir les principes fondamentaux devant régir notre transition. 2. À définir la priorité de la transition dont la durée ne saurait aller au-delà de 3 ans. Je affirme ici que notre ambition n'est pas de confisquer le pouvoir. Je réaffirme aussi notre disponibilité à tout dialogue pour autant qu'il tienne compte des orientations voulues par le peuple nigérien, fier et résilient. En somme, ni le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre et demeurent ouverts au dialogue. Mais qu'on nous comprenne bien, si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. Monsieur, première impression, déjà, quand vous avez entendu le général Tiani dans cette allocution télévisée hier, quelle a été votre première impression, docteur Sylvain Guessant? Merci. Ça me rappelle un peu les années 92-93 du Mali, après que le coup d'État du général Amani Touré, lorsqu'ils ont organisé des élections, et puis il y a un civil qui est arrivé au pouvoir, c'était Alpha Oumar Konaré. Et à l'époque, nous avions tous cru que le Mali était devenu un exemple de démocratie. Le Mali était à la meilleure école de démocratie. Et malheureusement, voici le Mali qui a sombré.
Le cas du Niger, on a vu Mamadou Issoufou qui a refusé de modifier la Constitution, même quand des gens de son camp lui poussaient. Il organisait des élections, le président Bazoum est élu. Vu de l'extérieur, quand même, il avait entrepris du bon travail, des réformes, avec des résultats, etc. Avec une croissance à 2 chiffres annoncés pour l'année prochaine. Voilà. Et un matin, on se réveille, on suit tous les médias, on apprend qu'il a été d'abord encerclé par ses hommes, il y aurait eu des discussions. On savait à quoi ça rimait. Et quelques temps après, c'est un mouvement qui se met en place. Un premier ministre nommé, coup d'État consommé, disent-ils, promettent une transition de 3 ans. Non, l'Afrique de l'Ouest, à mon avis, avait quand même commencé à progresser avec des taux de croissance positifs dans pratiquement tous les 15 pays. On avait amorcé certaines réformes avec l'autoroute de la coopération du Sud, avec des tracés sur les infrastructures. On avait amorcé quand même un renforcement de l'intégration avec des pays qui arrivaient quand même à tirer leur épingle du jeu. Comme au Burkina, le coup d'État contre le président Roch Kaboré, celui-ci, je n'arrive pas vraiment à comprendre ces 2 coups d'État. Je n'arrive pas. Très bien. Geoffroy Kwao? Oui, moi j'ai retenu la durée de la transition. Et la question qui convient ici est de savoir si cette durée est convenable ou pas. Pour répondre à cette interrogation, à cette question, il faut convoquer le droit international. Non. Malheureusement, dans l'espèce, il y a un vide juridique. En ce sens que le coup de force, par définition, est une situation de fait. Il faut donc convoquer la coutume sous-régionale et nigérienne. C'est ça. Au niveau sous-régional, nous savons très bien que après les coups de force à Conakry et à Bamako, Ouaga aussi, la transition a été fixée à 24 mois, soit 2 ans. À Ouagadougou, c'est 21 mois. Et au Niger, même à l'intérieur du Niger, le coup d'État de 2010 de Salou Djibo a duré de février 2010 à avril 2011, soit 1 an, non, 1 mois presque, un an et presque. 19 jours. 10 mois. Et puis, on a vu, bien avant ça, en 1999, le coup de force de Daouda Malam Wanké, qui a renversé Ibrahim Baïna Sara. Il a fait son coup d'État en avril et a organisé des élections en décembre. La transition a donc duré 8 mois. De ce qui précède, il y a une coutume sous-régionale et nationale qui est établie. Je pense que la CEDEAO devrait négocier avec les nouvelles autorités de Niamey pour trouver le juste milieu. Pour vous, pas question de retour à l'ordre constitutionnel, comme souhaité par la CEDEAO, il faut négocier la transition avec les militaires au pouvoir. Je pense que ici... Pour vous, c'est plus réaliste ? Je ne parle pas de réalisme, j'aime pas trop le terme réalisme en politique, mais il y a une situation qui est là. La CEDEAO a montré assez d'incohérence dans sa posture. D'abord, il faut voir le fondement juridique de la CEDEAO, c'est le traité. Et ensuite, il y a des protocoles additionnels. Or, en droit, ce qui fait le charme du droit international et du droit constitutionnel, c'est le principe de la hiérarchie des normes. Dans le cadre du droit international, le traité, parce que étant le fondement juridique de l'organisation internationale, prime sur les protocoles additionnels. Alors, il y a d'autres juristes qui ne sont pas d'accord avec cette... dans l'espèce... Mais c'est votre opinion, on la respecte. L'article 4 du traité de la CEDEAO, dans l'espèce, parle de la non-agression entre les pays membres. Alors là, apparemment... Alors j'ai entendu un haut responsable de la CEDEAO parler de... Il ne s'agit pas d'agression, il s'agit de rétablir un chef d'État qui a été illégalement enlevé de son pouvoir. Quand vous êtes dans le non-droit, vous avez un narratif maladroit. Quand on dit qu'on veut faire une intervention militaire... En droit, pour vous, c'est une agression. Non, c'est une agression. Une intervention militaire n'a jamais été pacifique. Vous comprenez bien. Et deuxièmement... Et un coup d'État, oui, c'est une agression aussi. Évidemment, un coup d'État, c'est aussi une agression. Mais laissez-moi poursuivre mon Allez-y. Pour montrer un peu les incohérences de la CEDEAO. Quand vous prenez l'article 68, par exemple, du traité de la CEDEAO, cet article dit clairement que lorsqu'il s'agit des pays insulaires qui n'ont pas de littoral, en l'espèce les pays de l'Interland, Mali, Burkina, Niger,
lorsqu'on prend certaines sections et certaines sanctions contre ces pays, il faut les revoir et les adapter pour ne pas que ces pays et leurs populations en souffrent. C'est dans cette optique que vous vous rappelez bien, dans le cadre de la crise malienne, la conférence des chefs d'État de l'UEMOA avait pris des sanctions économiques contre le Mali. Tout à fait. La Cour de l'UEMOA, dans une décision à travers une ordonnance, a annulé, n'est-ce pas, ces sanctions parce que non conformes au principe de l'UEMOA. Ce qui me sidère, m'étonne, c'est que la CEDEAO parle de rétablissement de l'ordre constitutionnel, donc du respect du droit, alors que la CEDEAO elle-même ne respecte pas le droit, en ce sens que, pour intervenir au Niger, selon la coutume des organisations internationales, la CEDEAO doit avoir l'autorisation ou l'aval, la caution de l'Union africaine. Or, vous savez très bien que l'Union africaine a émis énormément de réserves. Un organe de l'Union africaine. Oui, a émis une réserve à cette intervention. La conférence des chefs d'État et de gouvernement ne s'est pas encore prononcée de l'Union africaine. Allez-y. Dernier élément, le Nigeria, qui se veut démocratique, a interrogé son Sénat à l'interne. Et le Sénat du Nigeria a émis des réserves. Nonobstant tous ces obstacles, les va-t-en-guerre de la CEDEAO veulent forcément une intervention militaire, ce qui est contraire à l'esprit du traité de la CEDEAO. Très bien. Professeur Arthur Banga, allez-y. Ali, d'abord, avant de rentrer dans le fond du sujet, permets-moi de répéter quelque chose que j'avais déjà fait sur Internet par liste de forme. Ah oui, les excuses. Voilà, je veux représenter de nouveau mes excuses aux autorités, au peuple frère du Burkina et du Mali, qui ont, à juste titre, mal pris les mots que j'ai choisis pour qualifier leur action. Donc, ce n'était pas les mots adéquats. Donc, je m'en excuse de nouveau. Et les mots qui ont été un peu excessifs. Excessifs, oui. Excessifs. Très bien. Voilà. C'est une belle démarche pour un intellectuel d'avoir cette humilité de présenter ses excuses. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Allez, poursuivez. Je veux réagir maintenant. Je vous voyais bouillonner quand voilà, d'abord sur deux choses. Intervenait tout à l'heure. Permettez-moi d'abord de réagir sur le truc de Tchani et parler de... Allez-y. Sur Tchani, Geoffroy, tu t'es trompé dans les dates. Madame Wanké, c'était de avril 99 à octobre 99. Ça n'a même pas fait 7 mois. Février 2010, novembre 2010, ça n'a même pas fait 10 mois. C'est là qu'on voit un putschiste qui veut céder le pouvoir. Un putschiste qui ne s'intéresse pas au pouvoir ne va pas rester 3 ans. 3 ans pourquoi? Même si on suppose 3 ans pourquoi? Au Niger, il y a déjà eu 2 transitions qui n'ont même pas fait 10 mois. Et pire... On pourrait vous dire que les enjeux ne sont pas pareils. Justement, les enjeux d'aujourd'hui sont la justification, comme Sylvain l'a dit, de l'inutilité même de ce coup d'État. Et pire, il ne s'engage même pas à ne pas se présenter. Donc, il n'est pas intéressé par le pouvoir, il ne va pas s'y éterniser. Il va faire 3 ans de transition. Il va mettre une constitution dans laquelle, la 8e, je crois, du Niger, dans laquelle il va dire que le coup d'État est un crime, en s'oubliant lui-même, pour venir se présenter encore 10 ans. Donc, franchement, M. Tchani n'est pas sérieux. Deuxième chose qui prouve que M. Tchani n'est pas dans la droite ligne, on a l'impression qu'il a fait le coup d'État sans savoir pourquoi il faisait le coup d'État. Parce qu'il ne sait même pas les priorités de la transition. Il ne sait même pas les principes fondamentaux de la transition. C'est-à-dire qu'il a fait un coup d'État et il attend maintenant que les gens se réunissent pour lui dire le coup d'État que tu as fait. Voici ce qui doit être les principes et les priorités. On a affaire à quelqu'un qui veut le pouvoir. C'est tout. Il parle de bonne gouvernance. Je serais heureux qu'il présente ses revenus et son patrimoine. On va voir s'il est déjà concerné par la bonne gouvernance ou pas. Maintenant, je vais revenir à ce que Julien disait. D'abord, quand le traité de la CEDEAO parle de non-agression, c'est guerre entre États. Voilà, qui a été confirmé par le traité de l'ANAD. La CEDEAO a été créée en 1975 dans un aspect purement économique. Voilà, d'où les aspects du traité qui ne touchent pas les questions de conflits, de gestion de conflits, etc. Comprenez le traité, effectivement. Le traité de Lagos, travaillait sur les questions économiques. Pourquoi? Parce que les questions politiques devaient être réglées par l'OUA. Mais au fil du temps, les gens de la CEDEAO se sont rendus compte que l'OUA n'a pas cette capacité. Ils ont commencé à mettre des traités, l'ANAD, le pacte de non-agression, et jusqu'au début des années 90, à créer l'ECOMOG. Et à partir de l'ECOMOG, on est rentré, d'ailleurs, l'ECOMOG n'avait pas de texte quand il a été créé, mais c'est de la jurisprudence. Et à partir de l'ECOMOG, on est rentré dans un nouveau processus, dans lequel la CEDEAO a pris, elle, les questions de gouvernance, d'accession au pouvoir.
Et le protocole, le mécanisme de prévention des gestion des conflits, de maintien de la paix est clair dans ses articles 3 et 4. L'usage de la force est autorisé. La CEDEAO n'a besoin d'aucun accord de quiconque. Elle peut le faire pour donner plus de légitimité à son action, mais aucun texte de la CEDEAO ne lui demande d'avoir l'autorisation de l'ONU. Et d'ailleurs, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, j'attends encore le communiqué officiel. Ils n'ont pas encore fait de communiqué officiel. Donc je ne sais pas comment les gens disent, une organisation qui s'est réunie, on attend le communiqué officiel depuis le 14 août, il n'est pas encore sorti, mais vous dites qu'elle est contre. Non, ne prenez pas vos intentions, attendons le communiqué officiel. Dernier point que je voulais dire, personne n'agresse le Niger. La CEDEAO veut justement que le peuple nigérien, qui s'est exprimé de façon très claire, parce que Tchani dit qu'il a 26 millions de Nigériens, il n'a pas 26 millions de Nigériens, les Nigériens ont choisi, ils se sont exprimés clairement. Et le but de la CEDEAO, c'est aujourd'hui que l'expression du peuple nigérien, il n'y a aucune agression, zéro agression. Il y a juste sauver le peuple nigérien, permettre que son expression, sa liberté d'expression soit maintenue. Donc arrêtons de dire qu'il y a une guerre, il n'y a pas de guerre contre le Niger. J'ai entendu quelques intellectuels nigériens dire sur des plateaux de nos confrères à l'international qu'en fait c'était un simulacre d'élection en 2021. Finalement, on ne s'en sort pas. Parce que de justificatif en justificatif, finalement... C'est ce que j'appelle des prétextes. C'est ce que j'appelle des prétextes. Tout le monde est d'accord que notre démocratie est jeune, que notre démocratie a des faiblesses, qu'on doit progresser. D'ailleurs, on progresse, contrairement à ce qu'on fait. Mais elle ne va pas retomber dans les méandres. Elle ne va pas tomber dans les abîmes avec les coups d'État. Ce coup d'État est la plus grande hérésie. Très bien. La CEDEAO doit faire en sorte qu'il soit un échec. Parce que si ce coup d'État a réussi, on peut considérer que la CEDEAO n'est plus crédible. Très bien. Augustin Couillot? Bon, moi je voudrais revenir sur la déclaration du général Tchani. Je vois que le général fait un pas dans le domaine politique. Comment? À savoir que jusqu'à présent, la communauté, disons, sous-régionale, lui demande de céder le pouvoir au président élu, président Bazoum. Lui, il vient dire qu'il est là pour 3 ans. Vous voyez, il est là pour 3 ans. Ça veut dire que la question sur sa légitimité, sur sa présence dans le fauteuil, il laisse ça de côté. Donc, est-ce qu'on discute maintenant d'une transition ou bien de sa présence sur le fauteuil présidentiel, dans le fauteuil présidentiel? Donc ça, il est en train de détourner le débat. Voilà, il est en train de botter en touche. Parce que la CEDEAO, je pense que la délégation que la CEDEAO envoyait au Niger, c'était pour lui dire, en tout cas pour ce qu'on sait jusqu'à présent, pour lui dire de libérer le président Bazoum et de lui céder le fauteuil. Et maintenant, les questions politiques pourraient être réglées après. Mais pour l'instant, il est dans un autre jeu. Donc, il s'est adressé sans le dire clairement à la CEDEAO pour dire, voici, je suis installé, vous ne pensez même plus au retour au pouvoir de qui que ce soit, je suis installé, venez, nous allons discuter parce que je ne suis pas là je ne suis pas venu pour m'éterniser. Est-ce que vous pensez que ce discours est crédible aux yeux de la CEDEAO qui, elle, n'a d'yeux et d'oreilles que pour le retour au pouvoir du président démocratiquement élu? Bon, ça dépendra... Est-ce que ce discours du général Tchani peut trouver écho favorable auprès de la CEDEAO? Oui, en toute chose, toutes choses évoluent. Même les positions les plus radicales évoluent. On ne peut pas dire que la CEDEAO restera sur cette position éternellement. Parce que s'ils n'ont pas les moyens de le dégager, parce qu'il faut qu'ils aient les moyens de le dégager. S'ils n'ont pas les moyens de le dégager, si déjà dans leur camp ou encore dans les pays voisins s'opposent d'une certaine façon, même si on n'a pas besoin de leur accord, mais ils estiment, comme l'Algérie ou encore le Tchad, ils estiment que une guerre, enfin ce qu'ils appellent, ils considèrent ça comme une guerre, pourrait entraîner, avoir des effets sur leur propre pays. Donc pour l'instant, il n'y a pas une unanimité autour de cette opération que la CEDEAO veut engager. Dans tous les cas, la CEDEAO pour l'instant veut que le monsieur quitte le pouvoir, réinstalle le président élu. Bon, maintenant, est-ce que
est-ce qu'ils s'adressent à eux sans le dire, mais est-ce qu'ils l'accepteront? Ça, c'est une question, parce qu'ils vont se réunir, ils vont continuer de discuter. Moi, je pense que si M. Tiani, le général Tiani, est intervenu, il est certainement que des gens lui ont dit de faire ce pas pour voir la réaction de la CEDEAO. Donc, on ne peut pas préjuger de la réaction que la CEDEAO aura, parce que, bon, s'il y a des gens qui interviennent en dessous pour demander à la CEDEAO de mettre de l'eau dans son verre, ça peut arriver. Bien sûr. Voilà. Ça l'a fait Wakili, ensuite Saïd Penda. Le docteur Kouawa a parlé tout à l'heure des votes en guerre. À côté des votes en guerre, il y a des votes en paix. Au nom de la paix, tout pour la paix, il faut accepter n'importe quoi. Il y a des votes en paix, des pacifistes qui trouvent beaucoup d'intelligence et d'acharnement à discréditer la CEDEAO pour qu'elle accepte tout. On nous dit aujourd'hui de négocier, de regarder la coutume, de négocier 1 an ou 2 ans de transition. Pourquoi pas 10? Si c'est une bonne chose pour le peuple du Niger, pourquoi on doit faire 2 ans de transition au lieu de 10? Pourquoi lui-même il a dit 3? Quelqu'un qui confisque le pouvoir, il dit qu'ils ne sont pas venus pour confisquer le pouvoir. Il a arraché le pouvoir de Bazoum, il le confisque. Et il dit 3 ans parce qu'il n'a pas envie de le confisquer. Mais il a déjà confisqué. C'est un usurpateur de pouvoir, c'est un putschiste. Mais on nous dit, la CEDEAO ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas de traité, c'est un protocole additionnel validé et appliqué, dont l'une des dispositions interdit par exemple de changer nos constitutions, nos tests électoraux 6 mois avant. Mais tous les pays le respectent. Mais quand il s'agit de faire une intervention, on brandit d'autres tests pour dire non. Voyez-vous, moi je veux donner récemment l'exemple de ce qui s'est passé dans une ville de Côte d'Ivoire où un roi a été destitué. C'était un coup d'État local, un coup d'État coutumier. Mais la police et la gendarmerie ont rétabli la situation. Mais c'est la même chose. La CEDEAO n'est pas une fédération, certes, mais il y a des pays qui en sont membres et qui doivent respecter les tests de la CEDEAO. Lorsqu'il y a un coup d'État, la CEDEAO doit se donner les moyens et la force en attente qui doit désormais être opérationnelle. L'intervention militaire, c'est comme la police, la gendarmerie, l'armée de la CEDEAO qui sont là pour appliquer ce qui s'applique à l'intérieur d'un État. Lorsqu'on a compris cela, je pense qu'on va cesser de jouer les votes en paix à tous les prix, en dénonçant d'éventuels votes en guerre, parce que nous disons qu'il faut dire non à ce coup d'État. Et nous sommes juste dans notre posture. Je ne pense pas que ceux qui sont des votes en paix, qui, au nom de la paix, font agiter, je ne sais pas quel type de menace et de chantage, aient les positions les meilleures par rapport à nous qui estimons qu'il n'est pas question d'accepter ce coup d'État. Saïd Penda? Oui, non, je voudrais d'abord commencer par revenir sur quelques arguments juridiques soulevés par le docteur Kouao, notamment le fait que les chefs d'État n'avaient peut-être pas l'appui juridique pour mener une intervention militaire au Niger. Je voudrais tout de suite dire que les traités, et le traité et l'ensemble des protocoles additionnels sont adoptés par la conférence des chefs d'État. C'est-à-dire, c'est l'instance suprême de la CEDEAO et cette instance est totalement souveraine. Toute décision prise par la conférence des chefs d'État est applicable à la CEDEAO. C'est un principe de droit basique. Ça ne se discute même pas. C'est un principe de droit basique. La deuxième chose que je veux dire, c'est sur le discours du général Tiani. En réalité, ce discours ferme définitivement la porte à toute négociation avec la CEDEAO. Pourquoi? Parce qu'au moment où la CEDEAO attend de ce monsieur qu'il annonce qu'il rétablissait le président de la République dans toutes ses fonctions présidentielles, il décide plutôt de défier la CEDEAO en annonçant un délai de transition. Ce n'est pas cela, ce n'est pas ces discours que la CEDEAO attendait de lui. Mieux, il prononce ce discours alors que les émissaires de la CEDEAO, venus justement pour lui passer le message, pour lui dire la CEDEAO ne fait pas du bluff. La force en attente est déjà mobilisée. Les hommes, le nombre des contingents sont déterminés. La date du début des opérations est déjà précisée. L'heure même du démarrage des opérations où, comme l'a dit le commissaire en charge des questions de paix et sécurité de la CEDEAO,
Abdel Fattah Moussa, il a été très clair. Il a dit l'heure à laquelle nous allons marcher sur le Niger. Vous pensez que des chefs d'État vont vraiment se réunir, se rassembler, mobiliser les chefs d'État-major des armées pour aller faire du bluff? Il faut vraiment qu'on les prenne au sérieux. Cette opération militaire, ce n'est pas du bluff et elle va intervenir. Depuis la dernière réunion des chefs d'état-major, ils ont clairement dit qu'à partir de cette instance-ci, à tout moment, l'opération peut démarrer. Donc pour vous, messieurs, Geoffroy Kao, oui, allez-y. Alors, tout à l'heure, Saïd Penda a employé un mot qu'il a emprunté au secrétaire exécutif de la CEDEAO. Il a dit « nous allons marcher sur le Niger ». C'est donc une agression, vous êtes d'accord avec moi? C'est donc une agression. Mais non, à marcher, c'est un exercice lexical dans lequel sur les pushistes. Vous n'allez pas parler ensemble, monsieur. C'est un exercice lexical dans lequel je ne vais pas rentrer. Mais j'aimerais faire aussi d'autres réflexions. Mais c'est votre opinion, allez-y, poursuivez. J'aimerais faire d'autres réflexions. En tant qu'Ivoirien, la question inaugurale que je me pose, je me demande, mais si le président Houphouët-Boigny était encore chef de l'État aujourd'hui, qu'aurait-il fait? Qu'aurait-il proposé? Est-ce que Houphouët-Boigny allait proposer la guerre, l'intervention militaire? Je ne le crois pas. On connaît la doctrine Houphouët. La doctrine Houphouët, c'est le dialogue. Et il me l'a dit que le dialogue est l'âme des plus forts. Malheureusement, depuis 1993, Houphouët n'a plus de disciples. Deuxième élément, c'est la CEDEAO. Mais quand on parle de la CEDEAO, il faut relativiser un peu, il faut nuancer. Une partie de la CEDEAO. Parce qu'il y a 4 États. La Guinée, le Mali, le Burkina et le Niger sont suspendus. C'est cela. Le Niger n'est pas suspendu. Le Niger n'est pas suspendu. Bon, OK. Mais qui sont contre cette intervention. Et son ministre légal était présent. Il y a 4 États qui sont pour l'intervention. Le Nigeria, le Bénin, et le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et les 7 et le Ghana. Le Ghana. Bon. Et les 7 et 6 autres. En tout cas, pour l'instant, à part. Il faut faire une bonne comptabilité. Oui, bien sûr. Ouais, parce qu'il y a eu une confusion qui excluait la Guinée-Bissau. C'était faux. C'est cela. On laisse Dr. Geoffroy terminer. Et puis après, vous aurez la parole si vous voulez apporter des rectificatifs. Allez-y. On assiste à une division de la CEDEAO. Oui, quand je parle de Vatanga, mais ce n'est pas moi qui l'invente. C'est le droit international. Vous voyez, quand il y a une situation de crise, il y a ce qu'on appelle les faucons et les colombes. Et les faucons, ce sont les radicaux, ce sont ceux qui prônent toujours l'usage de la violence. Et puis, il y a ceux comme Gandhi, comme Martin Luther King, qui, devant la violence et l'inacceptable, prônent toujours la paix. Et c'était le credo de Félix Houphouët-Boigny, malheureusement, comme je l'ai dit. Mais est-ce que les contextes sont les mêmes, finalement? Oui, à la fin? Non, écoutez, ne galvaudons pas Houphouët-Boigny. Quand même. Moi, je suis Houphouëtiste, ne galvaudons pas Houphouët-Boigny. Houphouët, je suis Houphouëtiste, je revendique. Mais Houphouët, c'est aussi beaucoup de petites choses. Hein? C'est des coups d'État que lui-même il a soutenu, encouragé. Je suis Houphouëtiste, je revendique. Mais les gens qui ne se revendiquent pas Houphouët, il ne faut pas qu'ils convoquent Houphouët pour défendre des positions bidons. Est-ce que lui, il est Houphouëtiste? Moi, je suis Houphouëtiste, je revendique. Et j'assume ma position de va-t-en-guerre et lui va-t-en-guerre. Alors, est-ce que lui, il est Houphouëtiste? Il a posé une question très claire. Il demande est-ce que Houphouët-Boigny aurait réagi? Il savait aussi user du bâton. Il savait utiliser le bâton. Il savait utiliser le bâton au Biafra, aider la déstabilisation au Burkina. Il savait faire des choses ça et là. Parfait. Voilà, c'est pas le dialogue tout le temps où il savait utiliser le bâton à côté des selon les circonstances. Selon les circonstances. Je vais donner même en Côte d'Ivoire, où c'était la main de fer à côté d'autres choses. Quand les gens veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, le Saint-Louis ou autre, ils dialoguent à quel moment? Après avoir établi l'ordre. Il dit qu'il préfère l'injustice au désordre. Donc il a maté tous les désordres possibles. Ça, c'est l'usage de la force. À l'interne, comme éventuellement en externe. Il ne faut pas qu'on convoque pour jouer le pacifisme. Je pourrais citer le président Bédié, abscon. D'accord, on vous a bien entendu à la Wakili, professeur Arthur Banga, ensuite Augustin Couillon. Et je me revendique aussi Houphouëtiste. Et il y a l'idéal vous et la réalité. Soir, monsieur. 81 au Tchad, Mitterrand ne veut pas intervenir. Vous savez qui le fait intervenir? C'est Houphouët. Il se déplace en personne. Pour lui dire, si vous laissez tomber le Tchad, c'est toute l'Afrique qui en paye. Voilà d'où l'opération Épervier. Le Mitterrand même ne voulait pas intervenir. Biafra, c'est Houphouët qui emmène la France dans la crise. Il y a plein de crises où Houphouët est intervenu. On a parlé de la crise de la Guinée. Houphouët a pris en otage... Il a envoyé des militaires ivoiriens? Non, la question, c'est pas s'il a envoyé des militaires ivoiriens. La question que vous avez posée, c'est
est-ce que Houphouët allait autoriser une intervention militaire? Oui, je dis oui. Bon, monsieur, on est en train de cristalliser le débat autour d'une question. Je vais revenir quand même sur quelque chose qu'il a dit. Sur les pays de la CEDEAO, non. D'abord, les 3 pays suspendus de la CEDEAO, on n'a que fait de leur avis parce qu'ils sont suspendus. Donc, ils peuvent avoir leur avis entre eux, mais ça n'engage pas la CEDEAO, ils sont suspendus. Le Niger était présent à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO à travers son ministre des Affaires étrangères qui a soutenu l'idée d'une intervention. Donc, tous les pays de la CEDEAO, le seul pays qui a montré un agacement très clair, c'est le Cap-Vert. Donc, le chef d'état-major ne s'est pas rendu à la rencontre. Au Nigeria, au Nigeria, pour une intervention militaire, comme dans tous les pays, le président peut demander l'accord du Sénat, mais il peut passer outre cet accord clairement dans la constitution nigériane, si c'est un danger pour la nation. On voit bien aujourd'hui que tous les coups d'État qui commencent depuis 6 ans vont avoir un effet contagion. Si la CEDEAO n'arrête pas ce coup d'État-là, si elle ne l'arrête pas, par le dialogue, par l'intervention militaire, par la dissuasion, mais si elle n'arrête pas ce coup d'État, c'est le bal ouvert au bazar. C'est-à-dire, si on a pu faire un coup d'État à Mohamed Bazoum, qui n'est pas élu d'un 3e mandat, qui vit une élection, qui n'a pas changé les gardes pour mettre les gens de son ethnie à côté de lui, qui a développé, qui vise une croissance de 11%, qui a doublé le nombre de femmes, de jeunes filles qui vont à l'école. Si à lui, on peut faire un coup d'État et trouver des prétextes, c'est qu'on fait le coup d'État à tout le monde. Donc que la CEDEAO soit ferme. Si ce coup d'État a réussi, la CEDEAO est un échec total. D'accord, très bien. Augustin, ensuite Saïd. Bon, je voudrais juste, sur la question Houphouët. Moi, je ne suis pas Houphouëtiste, mais j'ai de l'amitié dans la famille d'Houphouët. D'accord. Je ne dirai pas de nom, mais quand même, je suis de Gagnoa. Et Houphouët a envoyé l'armée à Gagnoa en 1970. Je suis d'Aboisseau aussi. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que Houphouët n'a fait que parler de la paix. Enfin, il a parlé de la paix, mais il a agi aussi avec la force. Très bien. Voilà, donc, je voudrais dire que le problème n'est pas de savoir s'il y a des vats en guerre ou bien il y a des vats en paix. Mais je veux dire, ce que les Nigériens sont en train de réussir, c'est de faire croire qu'une intervention au Niger sera contre le peuple nigérien. Ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que ces gens ont été envoyés là par le peuple nigérien. Ce n'est pas parce qu'on a rempli le stade de Niamey de 30 000 ou 40 000 personnes, même si c'est 100 000 personnes, on peut prétendre qu'on a le soutien du peuple nigérien. Parce que le peuple nigérien, il y a quand même une élection. Et y compris ce monsieur qui est le général, il était dans le camp de ceux qui ont été élus. Donc, je souhaite que la question soit réglée. À titre personnel, mon avis, c'est que ces gens laissent le pouvoir à celui qui a été élu, parce que je ne vois pas les raisons fondamentales pour lesquelles Bazoum a connu ce putsch. On dira qu'il était l'ami des Français. Bon, oui, on dit l'ami des Français. Donc, s'il est contre, l'ami des Français, c'est qu'il est contre les intérêts du Niger. Bon, mais si eux, ils disent qu'ils venaient pour rester au pouvoir jusqu'à leur mort, on peut comprendre que, bon, ils ne seront pas amis des Français, mais celui qui sera élu après les 3 ans, ils vont venir lui imposer ses amitiés encore. Non, ils ne pourront pas. Puisque quelqu'un va venir être élu et lui va décider de collaborer avec la France ou avec un autre pays. Donc, j'estime qu'il faut que cette question soit réglée. Ça peut être, en tout cas, jusqu'à l'heure ici, il faut que faut privilégier le dialogue. Privilégier le dialogue, parce que, évidemment, privilégier le dialogue, et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. C'est ce qui est en train d'être fait. Maintenant, faire croire que la CEDEAO va aller, disons, détruire le Niger, je pense que ceux qui ont pris le pouvoir, ils ont une responsabilité. Mais vous convenez avec moi que c'est une guerre de communication, de propagande aussi. Bien sûr. Justement, sur ce point, je pense que tous les gens, les putschistes, ont pris une longueur d'avance sur la CEDEAO. Mais la CEDEAO, justement, on lui reproche de ne pas communiquer depuis belle lurette. Oui, mais bon, ça, c'est leur problème. Mais j'estime que la CEDEAO
pour intervenir. Tout à l'heure, on a parlé de l'Union africaine, je ne sais pas. En Côte d'Ivoire, en 2010, en 2011, ceux qui sont intervenus, il y avait les troupes de la CEDEAO dedans. Ceux qui sont intervenus, je ne sais pas si c'était sous la houlette de l'ONU, pour dégager le président Gbagbo. Voilà, il y avait la CEDEAO, ils n'ont pas eu besoin. Non. Hein. Je vous en prie, il y avait des troupes des pays ouest africains. En tout cas, il y avait des troupes. Oui, dans la force opération des Nations Unies. Justement. Okay. Mais quand ils sont intervenus en Gambie, il y a quelques années pour dégager... voilà, c'est le Sénégal qui est parti. Bon, ils n'ont pas eu besoin de l'avis de l'ONU. S'ils sont persuadés qu'ils vont aller prendre Tiani tranquillement et que ça ne perturbera pas. Il n'y a pas de problème. En tout cas, comme je suis anti-guerre, donc, mais je pense que ces gens ne méritent pas de continuer leur transition. Il n'y a pas de transition à faire pour l'instant. Le monsieur, ils l'ont pris en otage. Bon, et qu'il libère d'abord l'otage. Et puis le reste... D'accord. Saïd Penda ? Oui, non, je voudrais juste apporter une précision fondamentale. Ici, je pense qu'on confond un peu. Il y a une sorte d'inversion des rôles où on fait passer aujourd'hui la CEDEAO pour le bourreau. C'est pour ça que je parlais de guerre de communication et de propagande. C'est vraiment malheureux parce qu'en réalité aujourd'hui, la CEDEAO ne cherche pas à user de la force au Niger. Ce sont les putschistes qui contraignent la CEDEAO à user des forces. Même les sanctions. Quelquefois, les gens disent oui, les sanctions de la CEDEAO font mal à la population, la CEDEAO devrait lever les sanctions. La solution à la levée des sanctions, ce n'est pas entre les mains de la CEDEAO. Les putschistes, c'est eux qui ont la solution à la levée des sanctions. Si ces putschistes-là n'avaient pas fait de coup d'État, la CEDEAO n'aurait pas imposé des sanctions au Niger. Ça aussi, il faut que nous soyons assez cohérents quand nous parlons. Donc ça, c'est un point qui est très, très important. La CEDEAO ne s'est pas levée un beau matin pour dire « nous allons partir au Niger, imposer quelqu'un d'autre au pouvoir ». Non, il y a eu un coup d'État, il y a eu une rupture de l'ordre constitutionnel, il y a eu violation des textes de la CEDEAO. Maintenant, sur un autre aspect, le Sénat, on a parlé tout à l'heure, on a dit le Sénat du Nigeria a interdit. Non, je pense que les médias ont très mal rendu ce qui s'est passé au Nigeria. Ce n'était pas l'ensemble du Sénat. C'était des parlementaires, c'est très précis, des parlementaires, des sénateurs du nord du Nigeria qui avaient émis des réserves. Et là, même là, constitutionnellement, le président du Nigeria est obligé de saisir et de demander l'aval du Parlement avant d'une déclaration de guerre. Ça aussi, c'est quelque chose que les gens confondent. Et j'ai vu que même des opposants ivoiriens ont confondu cela en disant « Non, le président Ouattara n'a pas d'abord demandé l'autorisation du Parlement ivoirien. » Non, le président ne demande pas l'autorisation du Parlement. C'est une décision de la CEDEAO qui va pour une opération de rétablissement de l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas comme si la Côte d'Ivoire déclarait la guerre à un pays. Si la Côte d'Ivoire déclarait la guerre à un pays, oui, à ce moment-là, le président de la République devrait passer par le Parlement. Ce n'est pas le cas. C'est la même chose pour le Nigeria. J'ai vu tantôt sur certains médias des gens dire que même le Sénégal devrait soutenir. Non, pas du tout. Les gens connaissent très très mal les lois. C'est pourquoi on s'aventure souvent à ce genre de commentaires. Voilà les précisions que je voulais apporter. Docteur Sylvain Nguessan. Oui, bon, la guerre, malheureusement, ce n'est pas un match de football qui se passe dans un stade où il y a une équipe qui est opposée à une autre équipe et puis la rue d'après, la vie continue. S'il y a une guerre à Niamey, elle impacte toute la population de Niamey. Et à tu de toi en moi, comment on distingue une ville comme Niamey, les cibles militaires des cibles civiles? Je vais répondre. Voilà un peu. On prend l'aéroport qui, généralement, abrite les engins volants de nos armées. Pulvériser l'aéroport, est-ce que ça devient une cible militaire ou bien une cible civile? Moi, je suis d'accord qu'ils ont outrepassé. Encore pour parler des sanctions dont parlait M. Penda tout à l'heure, on est d'accord qu'il y a 3 personnes qui prennent un président en otage. Les 3 têtes fortes qui arrivent à se rallier 10 personnes, 20 personnes, et puis bon, ça continue au fur et à mesure. Et on a vu le chef d'état-major en exercice hésiter 24 heures après, peut-être 36 heures après, avant de se prononcer clairement pour une adhésion. Ils l'ont dégagé même. À la pause, avec des réticences dans l'armée, etc. etc. Il y a beaucoup de Donc, c'est tellement 30 têtes fortes qui font un coup d'État qui arrivent à éliminer le président. Mais les sanctions qui sont prises, le pauvre paysan qui est en train de cultiver son champ d'oignons, quelque part dans le centre, dans le nord, dans l'est, pourquoi faudra-t-il que les sanctions de la CEDEAO impactent les 26 millions de résidents au lieu de cibler ceux qui ont fait le coup? Là, je ne suis pas d'accord. On interroge l'histoire depuis combien d'années? Bon, tu es historien, tu es bien placé. Quel est cet embargo? Quelles sont ces sanctions-là qui ont fait plier un pouvoir?
En Irak, les Irakiens ont revendiqué 5 000 enfants morts. En Libye, hein, l'embargo contre la Libye a fait changer Vous enviez Tripoli actuellement? Docteur Sylvain Guessant. On va pas citer le cas de la Libye comme un exemple. Docteur Sylvain Guessant, concentrons-nous sur ce que vous dites. Les sanctions fragilisent plus les populations que les auteurs du coup d'État. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Justement, il faut cibler ceux qui ont fait le coup d'État. On les connaît. On connaît ceux qui animent la vie politique du Niger aujourd'hui. Il faut les cibler. Mais les pauvres populations civiles qui sont dans les... Mais les cibler de quelle façon, justement? Les sanctions doivent viser ceux qui ont fait le coup d'État. De quelle façon? Gel des avoirs, interdiction de voyage. Ils n'ont pas envie de voyager, ils sont bien où ils sont. D'accord, c'est une proposition. La pauvre ménagère qui est assise à Niamey, qui a l'électricité pour coiffer, qui aujourd'hui ne peut plus faire. En quoi le coup d'État? On est tous d'accord qu'il n'y a pas eu de référendum avant de faire le coup d'État. Le général Kani n'a eu l'aval d'aucun Nigérien. Et on a vu, si vous voulez, les 72 premières heures. Le monsieur était isolé, il était là, qui s'occupait de lui? Mais là, pourquoi aller punir 26 millions au nom d'une faute qui a été commise par 10 citoyens, 30 citoyens nigériens? D'accord, ça c'est une question qui est reversée, une question très pertinente reversée au débat. Lafay Ouakkili, je vous donne la parole après Théodore, qui nous appelle, lui, du Mali, qui estime qu'une intervention peut créer le chaos. Théodore, bonsoir. On a l'intervention après. Est-ce que Théodore est là? Visiblement, il n'est pas là. Lafay Ouakkili, vous avez la parole. Les questions qu'il pose sont pertinentes. Mais voyez-vous, à qui il doit s'adresser? Il s'adresse à la CEDEAO. Mais qui peut interpeller Tiani et les putschistes pour qu'ils se comportent comme la vraie mère face au roi Salomon? La CEDEAO veut dépecer le Niger. Eux, ils sont Nigériens patriotes. Ils aiment le Niger. 26 millions de Nigériens souffrent. Ils font quoi? Au lieu de demander à la CEDEAO d'arrêter les sanctions, ils remettent le pouvoir de Bazoum. C'est ce qu'on attend de Nguessan Sylvain, qui est contre la guerre, qui dit que ce n'est pas un match de football, qu'il interpelle Tiani en direct, ici, qui lui parle droit dans les yeux. Ne laisse pas les Nigériens mourir, 26 millions de Nigériens. Ne les laisse pas mourir par ce pouvoir usurpé, volé. Rends ce pouvoir à Bazoum. Ce n'est pas le problème à la CEDEAO qui est le problème. C'est Tiani et son groupe de 30 personnes qui sont en train de faire souffrir leur peuple. Il faut le dire haut et fort. Et arrêter de dire que c'est la CEDEAO qui est le problème. Qu'il arrête de se comporter comme la fausse mère de l'enfant, qui accepte qu'on dépaisse l'enfant. Et le roi a dit non, on donne l'enfant à cette dame qui refuse qu'on dépaisse l'enfant. Donc il faut que ces gens-là, s'ils sont patriotes, se comportent comme la vraie mère de l'enfant et évitent que la CEDEAO fasse une guerre qui n'est pas un match de football. C'est ce qu'on attend des va-t-en-paix. D'accord. Docteur Geoffroy, je viens à vous tout à l'heure. Théodore est là, finalement. Théodore, vous nous appelez du Mali. Est-ce que vous nous entendez, s'il vous plaît? Oui, je vous entends très bien. Pour vous, une intervention peut créer le chaos au Niger? Absolument. Dites-nous, allez-y. Oui, je disais tantôt que l'Afrique elle-même, surtout dans notre zone de la CEDEAO, il n'y a que peut-être le Nigeria ou bien le Ghana au moins que la démocratie est un peu bon. On n'en disconvient pas. Mais dans notre zone UEMOA, elle est très compliquée parce qu'on n'a pas d'institutions fortes. Donc tant qu'on n'a pas d'institutions fortes, c'est les coups d'État qui vont venir. Est-ce que vous me comprenez? On vous écoute. Maintenant, dans le cas de M. Bazoum, ça va être très difficile d'extirper M. Bazoum dans le camp militaire où se trouve sa résidence pour le sauver. Parce que l'intervention va envoyer le chaos, absolument. L'intervention, le coup d'État ne plaît personne en Afrique. Le coup d'État n'a jamais arrangé quelque chose. Mais dans le cas strict du Niger, elle est un peu difficile. Aller intervenir au Niger, ça va envoyer le chaos. D'accord. On a vu le cas de la Libye. C'est le cas de la Libye qui a envoyé ce terroriste dans notre secteur. Est-ce que le cas de la Libye est similaire à celui du Mali, finalement? Absolument. Le cas de la Libye, c'est les militaires de Kadhafi qui ont déporté sur Bamako. Pour ne pas dire le Mali. C'est même pas similaire. D'accord, très bien. Ça, c'est votre point de vue, on le respecte. En tout cas, merci beaucoup, Théodore, de nous avoir appelés depuis le Mali. Docteur Geoffroy Kouao, c'est à vous. Tout à l'heure, en écoutant le narratif de mes contradicteurs, on a d'un côté les pro-coup d'État, et puis d'un autre côté, on a les anti-coup d'État. Qui est pro-coup d'État? Cette division me paraît... Nous sommes taxés d'être des pro-coup d'État. Ah non, j'ai pas entendu quelqu'un vous taxer de... Cette division est à relativiser, parce que tout dépend du contexte. Tout à fait. En tant que politologue, j'interroge. Moi, je convoque toujours les faits, bien sûr. La réalité politique ouest-africaine. Aujourd'hui, par exemple,
quand on voit les anti-coups d'État, prenons par exemple la France, qui condamne le coup d'État au Niger. Mais c'est le président français, Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, qui a reçu le putschiste de N'Djamena à l'Élysée. Quand on prend M. Mohamed Bazoum, qui est aujourd'hui victime de coup d'État, mais c'est un pro-coup d'État. C'est Mohamed Bazoum qui est allé à l'Élysée justifier la pertinence du coup d'État d'Idriss Mahamat Déby au Tchad. C'est lui qui, Mohamed Bazoum, en 2010, lorsque Salih Djibo a fait le coup d'État contre Mamadou Tandja, a organisé des grandes manifestations pour soutenir les militaires et applaudir le coup d'État. En Côte d'Ivoire, en 1999, lorsqu'il y a eu le coup d'État, toute la classe politique, sans exception, a salué avec euphorie le coup d'État. Et aujourd'hui, les choses ont évolué. C'est pour vous dire que les postures politiques varient selon le contexte et la conjoncture politique. Aujourd'hui, ceux qui sont contre ce coup d'État ont en fait peur. Ils ont peur de perdre leur pouvoir. Et Arthur l'a si bien dit. Nous, on n'a pas de pouvoir. Si ce coup d'État est acté, les autres présidents de la CEDEAO, pouvoir, peut-être. Monsieur Alafé, je vous interromps jamais lorsque... D'accord, terminé. Le débat intellectuel. Bien sûr. Le débat intellectuel, on n'interrompt pas les autres. Et vous a entendu. Terminé. Et donc, vous voyez, ceux qui sont pour l'intervention ont peur. Oui. Est-ce que ce n'est pas une lecture simpliste? Ceux aussi qui sont contre l'intervention, comme la Guinée, comme le Burkina, comme le Niger et le Mali, ont aussi peur. Nous sommes dans l'équilibre de la peur. Parce que si la CEDEAO marche sur Niamey, la prochaine cible, ce sera Koziam, ce sera Sékou Touréa, ce sera Koulouba. Vous comprenez bien? Donc, eux aussi, ils ont peur. Et j'aimerais finir pour dire que tu parles de Houphouët-Boigny, de la NAD, etc., etc. Houphouët-Boigny n'a jamais envoyé de troupes extérieures, des troupes ivoiriennes à l'extérieur. La seule fois qu'il a fait, dans le cas de l'ANAD. L'ANAD, c'était pour aller s'interposer lors de la guerre de la Bas-Dagaché entre le Burkina et le Mali. Et d'ailleurs, on a perdu même des soldats. Donc, c'est dans ce contexte-là. Et ensuite, il dit des choses. L'ANAD, ce n'est pas dans le cadre de la CEDEAO. L'accord de négociation de défense, c'est dans le cadre du Conseil de l'entente. Non, ce n'est pas le Conseil de l'entente. Oh, monsieur l'historien. Bon, monsieur, alors, on vous a bien compris. Il m'a interpellé, il faut que je réponde. Bon, d'accord. Vous me forcez la main, Arthur Banga? Je demande. Bon, allez-y. D'accord. Bien, je vais d'abord commencer par la fin, par ce qu'il a dit, Houphouët-Boigny n'envoyait pas de soldats. Je vais vous dire pourquoi. Houphouët-Boigny n'envoyait pas de soldats parce que justement, il avait peur des coups d'État. Il ne voulait pas que les soldats ivoiriens aillent au contact des autres soldats et qu'ils aient l'idée du coup d'État. Et d'ailleurs, quand le président Bédi arrive au pouvoir en 1997, qu'il fait dans son discours d'installation du Conseil national de sécurité, il engage pour la première fois la Côte d'Ivoire dans les opérations internationales. Les conservateurs du lui disent on ne le fait jamais pour les coups d'État. Et ironie du sort, en 1999, ceux qui déclenchent le coup d'État, c'est ceux qui viennent de Centrafrique. Les gens, ils font comme ça. Voilà, donc Houphouët est là. Il n'envoyait pas ses soldats parce qu'il avait peur que ses soldats arrivaient et on lui faisait un coup d'État. Sinon, il encourageait toujours les autres à envoyer les coups d'État. Deuxième chose, l'ANAD, c'est faux. L'ANAD, c'est dans le cadre des pays, de tous les pays d'Afrique francophone. De choses. Ce n'est pas dans le cadre du Conseil de l'entente. Et l'ANAD s'inscrit dans un processus au sein de la CEDEAO qui va arriver plus tard à un accord de non-agression avec la CEDEAO. J'ai écrit un article dessus que vous pouvez avoir sur Internet. C'est la Côte d'Ivoire et la sécurité collective de la CEDEAO. J'ai détaillé tout ça avec les points. D'accord, très bien. Sur les cibles de l'intervention. Mais vous pensez que les chefs d'État-major vont... C'est vrai que la guerre on est d'accord, que la guerre a ses imprévus. L'intervention militaire a ses imprévus. Mais quand des chefs d'État-major se réunissent une première fois 3 jours pour faire de la planification. La planification se fait à partir du renseignement militaire, à partir de plein de choses. Ils se retrouvent encore une deuxième fois. Je ne dis pas qu'ils ont la science infuse, je ne dis pas que tout ce qu'ils prévoient va se faire, mais ils prévoient justement. Aujourd'hui, je vais te dire, Sylvain, on sait très bien qui tient. Ce coup d'État s'est joué avec 2 unités. La garde présidentielle qui a commencé, et les forces spéciales qui ont longtemps hésité avant de basculer. Quand elles ont basculé, les autres troupes se sont dit, les 2 plus grandes forces ensemble, ça sera difficile, ça sera trop sanglant. Elles ont resté. Et Tchani sait, toi-même tu l'as dit, il y a des réticences. Donc le nombre de soldats qui vont vouloir mourir pour le Tchani, parce que ce n'est pas pour le Niger. Ceux qui vont mourir là, ce n'est pas pour le Niger. S'ils veulent vraiment mourir. Donc les unités les plus trucs sont identifiées. Le Nigeria à lui seul
dans ces unités aériennes à plus de 150 pièces. Voilà. D'accord. Donc, l'intervention militaire, et je vais terminer dessus pour dire que l'intervention militaire est d'abord dissuasive. C'est-à-dire, tout ce qui va se passer, jusqu'à ce que même on donne un ordre, c'est dans l'idée de faire comprendre à Tchani que tu es en train de mettre ton peuple en danger. Tout ce qui va se passer, déploiement, concentration des troupes, suivant des territoires, tout ça, à chaque étape, il y aura des négociations souterraines. On fait déclencher, on t'explique que, c'est ce que Jean-Baptiste Durosel dit, la dissuasion, c'est montrer sa force pour ne pas l'employer. Ouais. Donc l'intervention est d'abord dissuasive. Je montre ma force pour ne pas l'employer. La partie intervention, ça serait un autre débat où ils vont se réunir encore, ils vont peser tout ce que tu dis. Parce que personne n'a envie de voir le Niger ensanglanté. D'accord, très bien. Et je vais terminer pour dire, permets-moi, que la CEDEAO a d'abord privilégié la négociation dès le premier jour. Patrice Talon, son avion a été refoulé 2 fois. Qui refuse le dialogue? C'est Tchani qui refuse le dialogue. On vous a bien compris. La première fois que la CEDEAO a envoyé des éléments, ils ont été reçus à l'aéroport, ils n'ont pas pu voir quelqu'un. On vous a bien compris. Donc celui qui refuse le dialogue, c'est Tchani. Aujourd'hui, les choses ont bien bougé. La délégation de la CEDEAO a été reçue. Ils ont pu voir le président Mohamed Bazoum. À l'aéroport, ils ont vu le Premier ministre. Tchani a jugé qu'ils ne sont pas dignes ça, on est d'accord. Mais je veux dire, c'est lui qui refuse le dialogue quand même. C'est lui qui refuse le dialogue. On n'a pas pu le rencontrer pour lui passer le message. On a entendu cet élément. Donc l'obstacle au dialogue aujourd'hui, ce n'est pas la CEDEAO, c'est Tchani. Cette façon de faire passer le bourreau pour la victime, c'est plus tolérable. Entendu, professeur Arthur Banga, il y a quand même une question que beaucoup d'Africains se posent. Et parmi nos téléspectateurs, il y en a un qui revient là-dessus, qui dit « Si la CEDEAO intervient militairement au Niger, et si, entre parenthèses, je touche du bois, c'est ce qu'il écrit, le chaos engendré entraîne d'une manière ou d'une autre le décès du président Mohamed Bazoum, qui sera installé finalement ?» Ça aussi, c'est une question que beaucoup d'Africains se posent. La constitution nigérienne est dessus. En réalité, les gens veulent utiliser une forme de chantage moral contre la CEDEAO. Pour vous, c'est un épouvantail? Ces chantages-là ne marchent pas. Pour quelle raison? Pour la simple raison qu'en réalité, les enjeux aujourd'hui vont au-delà de la simple personne de Bazoum. Ce qui se joue actuellement au Niger, ce n'est pas Mohamed Bazoum, c'est la dignité des Africains en tant que peuple capable d'intégrer un système de respect des droits de l'homme, des démocraties. Regardez un peu aujourd'hui dans le monde. Mais dans quel autre continent aujourd'hui vous entendez encore parler de coups d'État si ce n'est pas en Afrique? Mais c'est rétrograde ça. Il faut que nous soyons responsables pour savoir que non, on a dépassé cette étape. Quelquefois quand j'entends les Africains discuter, et malheureusement c'est souvent des intellectuels aussi, mais je me dis, mais est-ce que nous avons le même âge ou bien les gens sont beaucoup trop jeunes que nous? Moi j'ai vécu dans une dictature, moi, au Cameroun. Mais je sais qu'on chuchotait pour prononcer le nom Amadou Ahidjo. On chuchotait. Mais est-ce que les gens connaissent ce qu'on appelle les dictatures qui sont en train d'installer ou bien de vouloir installer? L'Afrique a décidé de s'engager dans la démocratie. Et ce qui se joue au Niger, c'est notre responsabilité en tant que CEDEAO d'imposer la démocratie pour laquelle nous avons tous volontairement souscrit. Aucun pays n'a été forcé d'adhérer à la CEDEAO. Ouais. À la fin, ensuite, Dr. Sylvain Nguessan. Mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Ceux qui s'inquiètent pour Bazoum sont ses amis. Que Dieu nous garde de ce type d'amis. Ben oui. Elles sont ses amis. Que Dieu nous garde de ce type d'amis. Cet homme-là, il ne souhaite pas cette situation. Si vous aimez Bazoum, créons les conditions pour qu'il soit réinstallé. Ne vous inquiétez pas qu'il soit en vie ou pas. Gardez-moi de mes ennemis, de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Ceux qui s'inquiètent pour Bazoum ne sont pas ses amis, ne sont pas de sa famille. On n'a pas besoin de leur compassion. C'est du chantage qui ne passera pas. Docteur Sylvain Nguessan. Quand j'écoute ceux qui sont pour cette opération militaire, bon, que ce soit une opération militaire ou humanitaire, c'est une opération. C'est la facilité avec laquelle on décrit une guerre. Quand, en 2010-2011, certains parlaient d'importer la démocratie en Libye, c'était les mêmes arguments. Personne ne pense au service après-vente. Non, Kadhafi sera ciblé, c'est l'OTAN, il y a eu 80% des prises déjà faites par la CIA et les services compétents américains. Ce sont les pilotes compétents de l'OTAN qui font l'opération. C'est une opération ciblée en 3 jours, maxi 1 semaine, et c'est fini, la démocratie est importée. Vive la démocratie en Libye. Aujourd'hui, les conséquences sont là. J'étais en séminaire à Bamako, j'ai une mission... J'étais à une mission à Bamako en 2013 où ils ont estimé à 50 tonnes les armes qui sont provenues de la Libye, qui sont arrivées sur le territoire. Ces 50 tonnes ont pu susciter des opérations à
Bassam en Côte d'Ivoire. On veut la guerre, on veut réinstaller Bazoum, les enjeux dépassent Bazoum, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on pense aux incidences de cette crise sur les 11 pays qui font frontière avec les 3 alliés? Est-ce qu'on pense aux conséquences d'une guerre dans Niamey où on distribuerait des armes, comme on le voit dans toutes les guerres, avec l'appui civil? Je finis. Non, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Bon, j'espère surtout que son discours est dirigé à l'endroit de la junte et pas de la CEDEAO. On le laisse terminer et puis on va voir envers qui il est dirigé. Est-ce qu'on pense aux armes qui seront distribuées dans le Niger, dans le Niamey, comme dans toutes les guerres, il y a distribution des armes, appel aux civils, les incidences de cette situation sur l'Afrique de l'Ouest? Vous vous inquiétez pour le service après-vente après cette intervention militaire. Comme le cas de la Libye. C'est cela. Vous avez tous l'envie de prendre la parole, sauf que j'ai le devoir de marquer une courte pause. Vous aurez tous, chacun en ce qui me concerne, la parole après cette pause que voici. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. La SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Retour sur le plateau de NCI 360 après cette courte pause. Et évidemment, ce soir, vous le savez, nous parlons de la situation politico-militaire au Niger, ce pays qui a été frappé par un coup de force à la fin du mois de juillet. Et depuis, messieurs, la force de la CEDEAO, qui a été mise en attente, a bouclé son plan d'intervention au Niger et n'attend plus que la décision politique. C'est ce qui ressort de la rencontre de 48 heures des chefs d'état-major de la CEDEAO réunis à Accra cette semaine. La date de l'intervention est gardée secrète. Le point avec Pierre Dippomelin, messieurs, et vous donnerez vos avis juste après. La force de la CEDEAO se dit prête à intervenir au Niger après le coup d'État du 26 juillet et le jour de cette intervention armée est gardé secret. Décision prise par les chefs d'état-major des 15 pays membres de l'institution à l'issue d'une rencontre de 48 heures à Accra, la capitale ghanéenne. Nous sommes prêts à intervenir dès que l'ordre sera donné. Le jour de l'intervention a aussi été fixé, ce que nous n'allons pas divulguer. Il n'y aura plus de réunion des chefs d'état-major. S'il y en a, ce sera probablement au cours de l'opération, s'il est nécessaire de l'ajuster. Parallèlement, une mission diplomatique est allée ce samedi au Niger pour continuer à suivre la voie pacifique pour établir l'ordre constitutionnel. Demain, il est possible qu'une mission de la CEDEAO se rende au Niger pour poursuivre la voie pacifique. Vous savez, le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Je ne pense donc pas que nous devions nous concentrer sur l'aspect militaire. Nous sommes prêts à résoudre le problème de manière pacifique, mais il faut être deux pour danser le tango. Le nouveau régime militaire à Niamey reste pour l'heure inflexible et estime qu'une intervention armée contre leur pays serait une agression illégale et insensée. Les conclusions des chefs d'état-major de la CEDEAO sont prises très au sérieux à Niamey, où la junte appelle les volontaires à se faire enrôler pour servir de supplétifs aux côtés des putschistes en cas d'intervention militaire de la force de la CEDEAO. Un appel qui a été entendu par des milliers de jeunes dits patriotes. Monsieur, c'est quand même des jeunes Nigériens qui descendent dans la rue, qui se retrouvent au stade Séni Kouché pour proposer leur service à entrer dans l'armée pour défendre. On ne peut pas dire quand même qu'il n'y a pas de jeunes Nigériens qui ne soutiennent pas finalement le régime de Niamey. Augustin ? Oui, j'ai vu les jeunes qui sont allés dans le stade à Niamey pour se faire recruter. Ça me rappelle un peu ce que nous avons vécu. Et ici, voilà, beaucoup de gens disent qu'une intervention militaire au Niger va entraîner une catastrophe. Va créer le chaos ? Va créer le chaos, bon. En faisant allusion avec ce qui s'est passé en Libye ? Oui, mais il y a eu la Côte d'Ivoire, il y a eu une intervention militaire en Côte d'Ivoire. Bon, l'armée nationale a été vaincue. Il n'y a pas eu de chaos. Il n'y a pas eu de chaos. Donc, je pense que tout n'est pas comparable. Mais je voudrais intervenir sur la Libye. La question de la Libye, je pense qu'elle était plus complexe parce que Kadhafi lui-même faisait déjà face à une rébellion au sein de son pays. Benghazi n'était même plus sous son contrôle. Et c'est cette action
que la communauté internationale, disons, sous la férule comme on appelle, de la France Sarkozy. Donc, c'est cette action de la rébellion qu'ils ont appuyée. Donc, déjà, Kadhafi était en difficulté parce qu'il y a une partie du territoire qui n'était pas... Et c'est après le problème qui s'est posé en Libye, après la mort de Kadhafi, c'est la lutte de ces groupes armés qui s'étaient constitués contre Kadhafi. C'est cette lutte-là qui a transformé la Libye en poudrière. Donc pour vous, il n'y a pas de similitude Non, je entre pense... la situation de la Libye et celle... Le Niger ne fait pas face à une... Enfin, il y a les terroristes, certes. Il y a les terroristes qui font des coups de main, qui attaquent depuis plusieurs années. Mais il n'y a pas une rébellion comme on en connaît, comme on en avait vu pour la Libye qui menaçait le pouvoir de Kadhafi. Maintenant, la question des armes, le Niger... aujourd'hui, bénéficie du soutien de la communauté internationale en matière d'armement. Mais sinon, le Niger lui-même, bon, je ne pense pas qu'ils aient autant d'armes que ce qui était en Libye. Le Kadhafi, c'était quand même des dizaines, des centaines d'avions de guerre et des armes que parfois même les Libyens même pouvaient fabriquer sur place eux-mêmes. Donc, je ne sais pas si une intervention créera le même type de chaos. Je comparerais plutôt le Niger à la Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y a eu une intervention militaire en Côte d'Ivoire en 2011 et là où on est aujourd'hui, il y a même un processus de réconciliation en cours. Donc, mais pour vous dire toute la vérité, à mon sens, je ne souhaiterais pas une intervention militaire parce que je pense qu'il faut continuer de privilégier. Il faut continuer de privilégier la voie pacifique et dans ce cadre-là, il faudrait qu'on ne s'adresse pas seulement à la CEDEAO, mais qu'on s'adresse aussi au général Tiani, parce que ces gens... Parce que s'ils remettent le président Bazoum à sa place, il n'y a plus d'intervention militaire. Voilà. Il n'y a plus de sanctions. Maintenant, beaucoup de... Donc, je souhaiterais que cette affaire soit résolue de façon pacifique. Très bien. Et comme beaucoup d'Africains. J'espère que le général Tiani, qui est nigérien et qui pense d'abord à son peuple, comprendra que sa place n'est pas à la présidence. En tout cas, pas comme président pour 3 ans, non, pas du tout. Très bien, très bien. Et il y a un autre éditorialiste qui disait dans son éditorial que si le général Tiani avait tant rêvé au poste de président de la République, qu'il tombe le treillis, qu'il rentre dans la vie civile, participe à des élections et devienne président de la République. Oui. Monsieur Gondo, vous nous appelez de Paris et vous avez des inquiétudes, vous estimez qu'une intervention militaire peut faire progresser les terroristes. Non. Oui, justement, merci. Moi, je partage l'avis de ces panélistes-là qui estiment qu'il faut que ce problème-là soit résolu de façon pacifique. Pourquoi? Parce que n'oublions pas, on parle ici des pays sous-développés qui vont attaquer un pays sous-développé, soi-disant, pour imposer la démocratie. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais la Côte d'Ivoire, mon pays, parce que je suis ivoirien, la Côte d'Ivoire est très mal placée pour entreprendre une telle intervention, d'autant plus que même en Côte d'Ivoire, il y a eu un coup d'État, mais qui n'était pas militaire, mais un coup d'État civil en 2020. Mais je veux dire que attaquer aujourd'hui les militaires, les putschistes en place, c'est quoi? C'est déstabiliser le Niger. Le Niger, aujourd'hui, est la porte d'entrée de l'Europe, parce que la Libye a été déstabilisée. Donc, ça va contribuer à l'accélération des vagues migratoires vers l'Europe. Dans un premier temps, les Africains auront une très mauvaise image en Europe. Ici, nous savons comment nous sommes traités ici. Nous sommes très mal vus parce que, quel que soit ton statut, quand tu es dans un métro, on te perçoit comme un migrant simplement parce que tu as la peau noire. Donc ça va dégrader encore l'image des Africains ici. Et au niveau même sous-régional, qu'est-ce que ça va contribuer? Ça va contribuer à la prolifération des terroristes. Les terroristes vont se rapprocher de notre pays. Donc c'est de ça qu'il est question. C'est malheureux que nous soyons dans un pays où certains se vont passer pour des oufouettistes. Je ne dis pas que vous n'êtes pas fait, mais une telle décision, je pense que Oufouet ne serait jamais en faveur d'une intervention. Bon, on a longuement eu sur ce plateau ce que Félix Houphouët-Boigny, de regretter mémoire, aurait fait dans de telles circonstances. On ne va pas revenir là-dessus. Ce n'est pas l'objet du débat. Donc, professeur Arthur Banga, rapidement, allez-y. Je suis toujours surpris par toute cette énergie
qu'on met à vouloir créer des conséquences, migration, etc., alors que c'est plus simple de dire à Tchani de partir pour qu'il n'y ait pas tout ça. Maintenant, quand il parle du terrorisme, mais Tchani, en 20 jours, il y a eu plus d'attaques qu'en 2 ans. Ça fait plus de 50 morts en moins de 3 semaines que Tchani est là. Donc, les terroristes... 48 civils, 38 militaires. Voilà, 48 civils, 38 militaires. Donc dites au monsieur là que les terroristes ont déjà commencé à partir du moment qu'il y a un coup d'État. Pourquoi? Parce que les militaires sont plus concentrés. Ils sont sous la menace. Et donc il faut arrêter de brandir ces spectres. Et je le dis, je le répète, l'intervention militaire, c'est d'abord dissuasif. Dans un premier temps, on espère que Tchani va comprendre le risque qu'il fait courir au pays et à la sous-région. Ensuite, il a parlé de coup d'État civil. Non, ça n'existe pas, c'est coup d'État civil. J'entends coup d'État... Non, la Constitution, elle se change. Et quand on explique dans un pays comment on change sa Constitution. En Côte d'Ivoire, on fait le référendum ou 2 tiers du Parlement. Nous, on a fait les 2. Après, quand la Constitution finit, chacun peut l'interpréter. On a le droit de l'interpréter. Mais celui qui finit l'interprétation, c'est le président de la Cour du Conseil constitutionnel. Donc, il a fini ses idées. Cette façon de vouloir prétexter des 3e mandats qu'on déplore tous pour justifier des coups d'État, non, c'est agraire. Et puis, dernier point, on est tous d'accord, et là-dessus, que notre démocratie est en essence, qu'elle a des faiblesses. Mais les coups d'État ne sont même pas un palliatif. Je prends un pays comme le Mali. Ça fait 3 ans qu'il y a un régime militaire. Qu'est-ce qu'il y a comme démocratie au Mali? Qu'est-ce qu'il y a comme gouvernance? Comment vous pouvez me dire que les coups d'État vont corriger les déficits démocratiques qu'on a? Mais c'est aberrant. Et ils sont tellement aberrants que ceux mêmes qui font les coups d'État, là, au Mali, ils ont écrit que désormais, à part le coup d'État qu'ils ont fait, c'est un crime imprescriptible. Donc ils savent que c'est pas une bonne chose. Le précédent même était un crime imprescriptible. Oui, d'accord. Ils se sont amnistiés. Pourquoi on sait qu'un truc est mauvais et puis tous les jours, vous venez justifier au lieu qu'on parle d'une même voix? Parce que ce que vous faites à chaque fois en trouvant des prétextes, là, Tchani lui prend ça comme un soutien. Peut-être que vous ne le soutenez pas, hein, mais lui, il prend ça comme un soutien. Donc il faut qu'on soit ferme. Il faut qu'on fasse un bloc derrière la CEDEAO pour que d'une manière d'abord pacifique, depuis tout le monde choisit le dialogue. C'est ce qu'on fait depuis. Le seul qui n'entend pas le dialogue, c'est Tchani. Il y a une seule chose qui n'est pas négociable. C'est le retour au pouvoir de Bazoum. Ça, on ne peut pas le négocier. C'est pas négociable. Très bien. Le reste, grâce, aménagement de la vie politique, réforme institutionnelle, on peut toujours en débattre. Mais le retour au pouvoir de Bazoum, c'est pas négociable. Si la CEDEAO négocie ça, c'est qu'elle n'est plus de la CEDEAO. On vous a bien compris. Docteur Geoffroy Kao, ensuite à la d'abord 2 choses. Je voudrais dire que l'effervescence patriotique à Niamey, à Zender, à Gadez, à Maradi, à Dosso, à Gawa... À Maradi, il y a plutôt des manifestations pour Bazoum. Est une réponse aux maladresses de la CEDEAO. Ce sont les maladresses de la CEDEAO qui sont en train de légitimer le pouvoir de Tchani. Qu'est-ce que vous entendez par maladresse de la CEDEAO? Oui, quand vous dites que vous allez marcher, et j'ai beaucoup aimé le vocabulaire utilisé par Saïd Penda, vous allez marcher sur un peuple, mais c'est clair. Okay. Un peuple. Par ailleurs, sur des couchistes. S'il vous plaît. Par ailleurs. Oui, en fait, docteur Geoffroy Kao, je veux dire, même si moi je ne l'ai pas entendu de la bouche d'un officiel, de la CEDEAO, qui dit qu'on va marcher sur... faut faire attention au vocabulaire. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Je dis que c'est Saïd Penda qui l'a dit tout à l'heure. Ah d'accord, ok. Au secrétaire exécutif de la CEDEAO. Oui, il a dit. C'est ce que vous avez dit. Il a dit en anglais, monsieur Penda, voilà. Merci. Mais c'est peut-être dans l'objectif de déloger la junte. Évidemment. C'est dans le narratif, on peut le comprendre. Mais moi, je pense qu'au-delà de tout ça, je pense qu'il y a un véritable problème de leadership au niveau de la CEDEAO. Pourquoi? Vous allez tout créer. Regardez bien. On a eu un problème en 2012. Les militaires ont pris le pouvoir en 2012 au Mali. Amadou Aya Sanogo. Très bien. Et le leadership de la CEDEAO était tenu par la Côte d'Ivoire. À l'époque, il n'était pas question d'envoyer des militaires pour déloger. La Côte d'Ivoire a mis en place toute une stratégie de sanctions, une batterie de sanctions économiques, laquelle sanction économique a fait plier les militaires qui ont laissé la place à une transition civile. Donc le leadership de la Côte d'Ivoire a été payant. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, Ahmed Bola Tilabou vient d'arriver. Il n'a même pas encore 3 mois. Et on lui confie une grosse machine qu'est la CEDEAO. Il n'a pas encore tous les paradigmes de gouvernance politique nationale, au niveau national et au niveau sous-régional.
Donc il faudrait qu'aussi la CEDEAO voit ça. C'est vrai que la présidence est tournante, mais lorsqu'un président vient d'arriver, qu'on lui donne le temps d'apprécier, parce qu'il y a un précédent où on a vu les sanctions économiques faire plier, n'est-ce pas, les militaires. C'était lors du leadership de la Côte d'Ivoire. Très bien, à la fin. Bon, oui, son constat tient, mais il oublie qu'il y a des chefs d'État expérimentés, ils sont une dizaine. Le président Ouattara a fait 2012. Donc, ce n'est pas Bola Tinubu seul qui se lève, qui prend une décision. Ils se réunissent. Et il y a le président ghanéen qui a fait 2 mandats. Il y a le Bissau-Guinéen qui en sort. Il y a Alassane Ouattara qui est là. Il y a Macky Sall qui a derrière ce leadership. Une dizaine de chefs d'État. On ne peut pas dire comme Bola Tinubu vient d'arriver, il y a un problème de leadership et il leadership mal. Non, ça ne tient pas à ça. Ça, vraiment, je voudrais insister là-dessus. La décision ne se prend pas seule. Ils font une réunion, ils échangent. Et on a bien vu qu'il y a des chefs d'État qui ont émis des réserves, ils ont été mis en minorité. Il y a un président qui dirige l'Union africaine, ça n'a pas été caché, le président du Burundais, qui est un va en paix. C'est eux qui ont fait des fuites de leur réunion à Addis Abeba pour dire que l'Union africaine a décidé alors qu'elle n'a rien décidé. On attend le communiqué, il n'arrive pas. Il y a eu des fuites, ils ont suscité des sorties pour créer de la confusion. Je voudrais rebondir sur un argument d'Arthur relativement à la constitution au Mali. Il y a un problème. Ce qui devrait inquiéter les Maliens, le chef de la transition au Mali, le Mali adopte une constitution qui dit que les coups d'État sont des crimes imprescriptibles. On doit juger, on doit arrêter un pays. Et puis vous partez soutenir un coup d'État au Niger. Il y a un problème. C'est l'incohérence. Il y a un problème. Vous venez de voter une constitution à combien de pourcents? 95. Votre pays dit, vous dites non au coup d'État chez vous et je suppose ailleurs, parce que le Mali, je crois, toujours dans sa constitution, est prêt pour l'unité africaine. On vous dira qu'il y a une guerre contre le néocolonialisme. Il y a aussi cette question-là. Il y a un respect de la Constitution qui prime. Je suis d'accord. Moi, je mets sur la table ce qui se dit, ce qui s'entend. Nous les ramenons à leur Constitution. Il y a un respect de leur Constitution qui s'impose et ils doivent respecter leur Constitution. C'est important. Je voudrais terminer sur la question du terrorisme. Vous savez, les terroristes sont des hors-la-loi. Ils mènent une guerre asymétrique. Ils ne respectent pas la loi. Le coup d'État, c'est être hors la loi. C'est violer la Constitution. Et des militaires, et un matin, quelqu'un vient, un groupe, nous suspendons la Constitution. C'est-à-dire une Constitution votée par un peuple. Un groupe de militaires vient, il destitue le président, il suspend, il prononce la dissolution de l'Assemblée nationale, et puis il suspend la Constitution. Vraiment, c'est des choses fortes. Voyez-vous, à l'époque, en Afrique, on acceptait ça. On acceptait. On négociait les transitions. Mais aujourd'hui, c'est une autre étape, c'est passé. Il y avait la guerre froide à l'époque. C'est pas parce qu'aujourd'hui... Et puis, je vais terminer sur ce qu'ils appellent l'attitude de la France, le néocolonialisme. Qu'est-ce qu'ils attendent de la France? Que Macron dise Tchiani est un héros, bravo. Assimi est un héros, bravo. Mais si la France dit ça, si Macron, Emmanuel ou tous les noms qu'il a dit ça, ils vont oublier que la France est colonialiste. Ils vont dire la France est avec eux. Ils vont brûler le drapeau russe et le déchirer. Et puis c'est les drapeaux français qui vont brandir. Pourquoi veut-on que la France se trahisse ainsi? Pourquoi veut-on de cette France honteuse-là qui applaudissent des coups d'État pour être applaudis dans les rues, pour être chantés dans les stades, pour être perçu comme un pays libérateur? Si c'est de cette France qu'ils veulent, ils n'auront jamais, qu'ils chassent tout ce qui est français. La France n'est pas là pour ça. Pour elle, Tchiani n'est pas un héros avec qui elle doit discuter. Et nous, si on considère que nous sommes des va-t-en-guerre, nous assumons, ce n'est pas juste. Lui et les autres, ce n'est pas juste. Et ils sont en train de donner des arguments aux terroristes. Ce n'est pas l'action de la CEDEAO qui va renforcer le terrorisme. C'est leur agissement, comme on le voit aujourd'hui à Niamey, parce que les terroristes, par nature, est hors la loi. Donc quand vous-même, vous ne respectez pas la loi, vous commencez à faire des coups d'État, les terroristes sont contents dans leur zone là-bas parce qu'ils ne savent pas qui va parler avec eux. D'accord. Docteur Sylvain Nguessan, vous dont la prospective est une activité prisée, est-ce que vous avez étudié des schémas en cas d'intervention militaire au Niger? Bon, il y a 5 schémas. Hein. Dites-nous. Le statu quo avec une transition de 12 à 18 mois.
qui reste la piste déployée par... Ou 36 mois, hein, ils proposent 3 ans. Oui, bon, c'est en espérant une négociation peut-être. D'accord. Voilà. Donc, qui est la piste brisée par Tchani et ses collaborateurs. Ensuite, le plus 1, c'est une porte de sortie pour Bazoum qui peut être accueilli en Côte d'Ivoire ou au Togo, et puis la transition continue. Le plus 2, c'est vraiment le schéma euphorique, le schéma qui serait l'idéal de pratiquement toute la sous-région, que Tchani croise les bras pour dire vraiment je regrette ce que j'ai fait, Bazoum tient ton pouvoir, mais on n'y croit pas trop. Ensuite, le schéma négatif, le moins 1, c'est que les militaires restent au pouvoir, ils gardent le pouvoir, ils prennent goût au pouvoir et qu'ils soient renversés par d'autres militaires. Le schéma le plus catastrophique, c'est le moins 2, la CEDEAO qui rentre dans Niamey. Malheureusement, le résultat n'est pas obtenu au bout d'une semaine. Ça s'enlise 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Niamey devient un véritable Far West. Donc, voici les schémas. Tu n'as pas mis le schéma où l'intervention militaire réussit, où on capture Tchani, on libère tranquillement. Oui, non, ça, c'est les schémas positifs. Si on doit développer. Non, si on doit développer, le schéma où on l'installe... Tu l'écartes carrément. Non, je ne l'écarte pas. Tu m'as posé une question, je réponds. Ce serait bien que tu le dises quand même. Non, bien sûr, bien sûr. Ce sont des hypothèses, mais on peut développer. Le schéma où on installe Bazoum au pouvoir, il y a 2 façons de l'installer. Soit Tchani regrette, soit c'est l'opération militaire qui aboutit avec toutes les arrestations qui suivent. Mais comme c'est une question qui pose un plateau, sinon tu le sais, ça c'est environ 250 pages. Donc l'installation de Bazoum au pouvoir, il y a 2 potes pour qu'ils soient installés au pouvoir. Soit Tchani regrette son geste avec ses collaborateurs, bon, on cherche à être gracié, on cherche une porte de sortie, soit alors la CEDEAO lance l'opération chirurgicale, comme vous le dites, à 72 heures, comme Rambo, Tchani a arrêté, Bazoum est encore vivant, Bazoum a cédé au pouvoir, les militaires poutistes sont arrêtés, d'autres sont hors du pays. Saïd Penda, vous croyez, vous, au soutien du Mali et du Burkina et même de la Guinée non, mais moi, aux militaires de Niamey? Je crois savoir que nous sommes... Dans la perspective d'une guerre? Non, je crois savoir que nous sommes sur un plateau très sérieux, vraiment. Oui, bien sûr, mais voilà, les porte-paroles des gouvernements de transition au Mali et au Burkina sont montés au créneau pour annoncer leur soutien en cas d'intervention de la CEDEAO. Donc c'est quand même un sujet qui est sur la table. Mais oui, il ne vous a pas échappé que le sommet des chefs d'État qui s'est tenu après cette déclaration très malheureuse des chefs d'État du Burkina et du Mali, il ne vous a pas échappé que les chefs d'État n'en ont même pas fait mention. Hein. Vous l'avez remarqué, ils n'en ont même pas fait mention. Ça démontre tout le respect. Pour eux, ces déclarations, ça démontre tout le respect. Ça démontre tout le respect que les chefs d'État de la CEDEAO ont pour ces deux putschistes. Non, ils n'ont pas les moyens déjà. Le Mali et le Burkina Faso n'ont aucun moyen militaire pour apporter aide au Niger. Déjà, ces pays ne contrôlent pas du tout leurs frontières avec le Niger, pas du tout. Toute la bande entre le Mali et le Niger, le Burkina et le Niger, toute cette vaste étendue du territoire est contrôlée par les différents mouvements terroristes. Donc, ils n'ont aucun contrôle. Et d'ailleurs, 48 heures après l'annonce, cette déclaration, certains analystes l'ont qualifié de farfelu, des 2 chefs d'État du Mali et du Burkina. 48 heures après ces déclarations, une patrouille de l'armée malienne qui essayait d'aller un peu plus au nord de Ménaka a été attaquée, est tombée dans une embuscade. Sur place, vous savez combien de morts il y a eu dans les rangs des militaires? 14 militaires maliens tués. Donc, ce n'est pas vraiment, pour nous, c'est un non-événement. Mais je veux par contre revenir sur les propos de M. Kouao tout à l'heure, quand il parlait d'effervescence patriotique. Ces jeunes qu'on voit dans la rue qui viennent pour dire on va s'engager pour défendre le pays, nous sommes des patriotes. Mais, Ali Djarasouba, nous ici en Côte d'Ivoire, on faisait mieux, hein? On faisait beaucoup mieux. Hein? Il y a eu quelques dizaines il y a eu quelques milliers de personnes. Mais nous, on faisait mieux. Hein? Si vous voulez, je vous donne des noms. On a vu ici, dans les rues d'Abidjan, les gens qui disaient que ils n'ont qu'à venir avec l'OTAN, ça va être leur cimetière, leur terminus. Mais on sait tous comment ça s'est terminé. Hein? Dès qu'il y a eu les premiers coups de feu dans Abidjan, tous ceux qui s'agitaient, qui agitaient les foules, on ne les a pas vus. Donc vraiment, si nous voulons aider nos compatriotes africains du Niger, ce serait vraiment d'appeler un peu tout le monde à la raison, quoi.
on n'est pas en train de plaisanter. Il y a quand même la vie de 26 millions de Nigériens. On ne joue pas avec ça. Parce que 2 généraux en fin de retraite, en fin de carrière, ont décidé de capturer le pouvoir parce que l'un a été limogé de son poste de chef d'état-major de l'armée et que l'autre aurait appris qu'on s'apprêtait à le déplacer de son poste de patron de la garde présidentielle. Non, je pense que les enjeux pour l'Afrique sont beaucoup plus importants que cela pour qu'on ne soyons ici en train de nous bagarrer sur des petites histoires qui ne devraient plus avoir lieu en Afrique. Attendez, je vous ai demandé tout à l'heure dans quel autre continent vous voyez encore des coups d'État? Où? En Amérique latine, il y avait des coups d'État tous les 6 mois, comme en Afrique. Mais est-ce que vous avez encore entendu parler d'un seul coup d'État en Amérique latine depuis 2 décennies? Non, il n'y en a plus. Mais pourquoi les gens veulent continuer à humilier l'Afrique de cette façon? Est-ce que nous n'avons pas une sorte de fierté d'Africains à dire « Mais attendez, nous aussi, nous sommes capables de faire des bonnes choses, des grandes choses ». Voilà sur quoi je voulais un peu chuter. Très bien. Oui, Augustin? Bon, moi, je voudrais juste donner un message aux jeunes qui sont au Niger. Nous, on a connu des situations. Quand vous dites nous en Côte d'Ivoire. Oui, on a connu ces situations. Moi, je souhaiterais que les gens pensent à leur avenir. C'est plus important. Oui, qu'ils pensent à leur avenir. Parce que ces généraux qui ont pris le pouvoir n'ont pas demandé leur avis pour prendre le pouvoir. Ils n'ont pas demandé leur avis. Ils n'ont même pas été élus. Aujourd'hui, ils sont dans l'euphorie. Mais ils ne savent même pas ce que ça représente le bruit même de RPG. Nous, on était ici. Les rues étaient désertes. Les rues étaient désertes. Ils ne pourront même pas se présenter si d'aventure la CEDEAO commençait à tirer à la chose, à Niamey. Ils ne pourront même pas être là. On ne le verra même pas. Pas parce que c'est pas parce que je mets en doute leur patriotisme. Mais l'instinct de survie. Je pense que, comme le dit, leur vie même fera qu'ils ne seront même pas là. Ils peuvent même pas. Même si on leur donne les armes, ils ne pourront même pas. Parce que les armes qu'on va leur donner ne tiendront pas devant une arme qui est tirée depuis un hélicoptère, peut-être à 20 km. Très bien. Je pense qu'ils peuvent, à la limite, on peut mourir pour quelqu'un qu'on a élu. C'est-à-dire que tu as pris ton bulletin pour mettre dans une urne parce que tu fais confiance, tu lui fais confiance parce qu'il t'a développé un projet de société pour lequel tu as opté par ton bulletin. Mais quelqu'un qui, un jour, tu dormais et on te réveille, on dit il a pris le pouvoir. Et puis toi, tu vas donner ta poitrine pour lui, alors que tu ne sais même pas quelle est sa visée. Est-ce qu'il est là pour que tu deviennes quelqu'un? Ou bien c'est pour t'utiliser comme chair à canon? D'accord. Voilà. Donc, moi, je souhaiterais que ces gens qui sont dans la rue, prennent l'exemple sur l'histoire même. Aillent dans l'histoire. Voilà. Après, parce que ces gens, demain, ils vont rester au pouvoir. Peut-être dans 6 mois, d'autres vont venir les balayer et dire que ceux-là étaient des félons, des officiers félons. D'autres peuvent le faire. Il y a eu Damiba, qui a fait un coup d'État contre chose. Il y a un autre groupe, Traoré, qui est venu faire un coup d'État contre Damiba. Damiba est devenu mauvais. Actuellement, c'est Traoré qui est bon. Demain, si quelqu'un dit, mais Traoré, il est là et puis on tue nos soldats. Donc Traoré est mauvais. Il y aura toujours des gens qui vont trouver qu'il est mauvais. Très bien. Et ça, c'est pas bon. Parfait. Ali, rapidement. Oui, rapidement. Je vais 30 dire secondes. aussi que ça traduit ce que je dis depuis toujours. Quoi? L'armée nigérienne est une armée républicaine. Le premier qui sait ça, c'est le général Tchani. Donc, il sait très bien que... Où voulez-vous en venir? Je suis très clair. Si on passe une intervention militaire, il y aura 2 ou 3 unités qui vont commencer à se battre. Les restes ne vont même pas se battre. Parce que les restes ne sont même pas d'accord avec le coup d'État. Ils ont même tenté de l'empêcher. Il a fallu que les forces spéciales rejoignent la garde présidentielle pour que les autres soient pris un peu au dépourvu.
D'ailleurs, le chef d'état-major qui a signé pour dire on l'a dégagé. Parce qu'ils savent qu'il ne va pas lui faire confiance. L'armée nigérienne, tu parles de contexte. Il y avait des contextes en Afrique où on a accepté le coup d'État. Tu parles de Tanja. Tanja a fait un référendum. La Cour constitutionnelle lui dit ton référendum, là, c'est illégal. Et il a fait quand même le référendum. Voilà comment Salou Djibo le renverse. Et il y a un élan. Mais il ne fait même pas 10 mois. Avant, il y a eu Wanké. Il ne fait même pas 8 mois. L'armée du Niger n'est pas à ses premiers coups d'État. Mais à chaque fois qu'elle faisait ses premiers coups d'État dans les contextes d'avant, il y avait quand même un esprit autour. C'est une armée républicaine. Tchani le sait. C'est pour ça qu'il sait qu'il ne peut pas... Écoutez son discours d'hier. Est-ce qu'il va prononcer le nom de l'armée nigérienne? Il n'a jamais prononcé son nom. Il sait. L'armée nigérienne est républicaine. Moi, je sais et je parle avec beaucoup. Ils sont républicains. Très républicains, vous le verrez. D'accord, très bien. Monsieur, docteur Sylvain Nguessan, en 30 secondes, ouais. Oui, bon, Thierry Sourien, il sait que toutes les guerres, il y a eu appel à la masse, à des civils. Sans vouloir défendre toutes les guerres qu'il y a eu appel aux civils. C'est ce qu'il vient d'expliquer. Oui, oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'armée républicaine. Seulement, on a besoin de grandir les effectifs. Non, mais au moins, tu parles de l'armée. Là, il ne parle même pas de l'armée. Mais ce n'est pas un effet. Ils ne grandissent pas les effectifs des civils. D'accord. Moi, je voudrais, vous permettez, Ali, oui, rapidement, vraiment appuyer l'appel de Kouyo, qui ne soutient pas la guerre, mais qui a lancé un appel à la jeunesse nigérienne et aux putschistes. C'est ce qu'on attend des pacifistes. C'est ce qu'on attend de ceux qui sont contre la CEDEAO, qu'ils interpellent Tchani et son groupe. Ce sera plus fort que de se concentrer pour tenter de disqualifier la CEDEAO. D'accord. Messieurs, les élections municipales en Côte d'Ivoire approchent à grands pas. Les différents candidats et leurs états-majors se préparent à rentrer officiellement en campagne dans quelques jours seulement. Mais avant cette date, les candidats occupent déjà le terrain, comme le montre ce reportage de Mardoché Kwasi. On en parle juste après. À une semaine du démarrage effectif de la campagne pour les municipales et les régionales du 2 septembre prochain, les candidats et leurs états-majors ont déjà investi le terrain et mènent de nombreuses activités qui font passer à la campagne électorale. Les choses se sont accélérées au lendemain de la présentation officielle des candidats retenus par les différents partis politiques. Ayo Pougon, le candidat du RHDP, Adama Bictogo, organise et parraine de nombreuses activités avec à la clé des dons et des promesses. Celui du PDCI et du PPACI, dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire, bien que moins médiatisé, n'en demeure pas moins très actif sur le terrain. À Marcory, les candidats Abi Raoul du PDCI RDA et Tchagba Laurent du RHDP sont également sur le terrain depuis plusieurs semaines. Les cérémonies d'hommage aux deux candidats se multiplient. Ce week-end, les deux protagonistes ont organisé des cérémonies de récompense des meilleurs élèves de la commune de Marcory. Le candidat du PDCI RDA a en outre procédé à l'inauguration d'un centre culturel qu'il a offert au village d'Anomabo. Au niveau de la commune d'Adjamé, le maire sortant issu du RHDP, Farikou Soumaoro, a inauguré récemment un complexe sportif quand ses adversaires, eux, organisaient des meetings éclatés. L'intérieur du pays n'est pas en reste. Dans la région du Haut-Sassandra, la bataille s'annonce rude au régional entre Mamadou Touré du RHDP et Alphonse Djedjemadi de l'alliance PDCI-RDA-PPACI. Les deux candidats sont depuis plusieurs semaines au contact des populations. Le ministre Mamadou Touré a procédé ce samedi au lancement des travaux de construction d'un château d'eau dans la commune de Saïwa. Partout, sur toute l'étendue du territoire, les candidats n'ont donc pas attendu l'ouverture officielle de la période de campagne pour se lancer à l'assaut des voix des électeurs. Une pratique qui commence à rentrer dans les mœurs et qui a même été baptisée la pré-campagne. Monsieur, si nous tenons à distribuer des cartons ce soir, il sera obligé de faire un seul tour de table sur cette question de la pré-campagne électorale. Quelles sont vos impressions à la Fewakili ? Une pré-campagne qui est considérée comme une campagne déguisée, il n'y a pas de texte qui réglemente ça. Je pense que c'est dans le code électoral l'affichage et puis un certain nombre d'interdictions existent. Mais pour le reste, les activités des candidats ne sont pas réglementées. Donc les candidats profitent, ils en usent et peut-être abusent et ça suscite des interrogations. Mais peut-être faudra, à la faveur de ce qui se passe, chercher à voir comment réguler ça dans les années à venir. Mais en tout cas, les candidats s'en donnent à cœur joie dans tous les partis politiques. Ils mènent des activités, ils tournent. Ils peuvent le faire à condition de sortir leurs affiches, de les apposer, à condition peut-être de dire « votez-moi ». Ils peuvent aller échanger avec les électeurs, les mobiliser pour assurer un grand taux de participation sans vendre leur programme, leur dire que l'élection sera transparente. Ils peuvent même s'ériger
en agent de propagande pour la CEI, en disant que la CEI a fait une belle liste électorale, etc., etc. Je crois que le tout est dans le discours. Donc, voilà. Et puis, dans le traitement égalitaire, déjà par les médias, avant même la période de campagne, certains médias, presque tous les médias, doivent accorder la même place aux différentes tendances et aux différents candidats. En tout cas, NCI ont fait l'effort d'équilibrer au maximum la parole au sein des partis politiques et effectivement des candidats. Saïd Penda? Oui, moi j'ai été frappé par deux choses. La première chose, le premier constat que je fais, c'est que contrairement à toutes les inquiétudes qu'on aurait pu avoir avant, avec toute cette bagarre autour de la CEI, depuis qu'on est réellement entré dans cette période dite de pré-campagne, mais qui en réalité, finalement, c'est des activités de campagne électorale, c'est juste une question de terminologie, on est vraiment dans la campagne électorale depuis au moins un mois maintenant. Donc, ça se passe plutôt bien, grosso modo. Mais on peut regretter, l'observateur que je suis peut regretter quand même qu'il y ait eu quelques propos malheureux, ivoiritaires pour l'opposition. Et aussi, du côté du pouvoir, il y a eu quand même des formes de chantage à l'infrastructure. Très malheureux aussi. Donc vraiment, on peut regretter cela. Mais je suis surtout peiné de constater que les états-majors, parce que c'est des propos qui ont été tenus quelquefois par des candidats, par des individus, bien sûr. Mais les états-majors ne sont pas montés au créneau pour condamner fermement ces attitudes et ces propos, et c'est vraiment regrettable. Augustin? Sur le déroulement de la pré-campagne, évidemment, c'est un ancien ministre qui disait qu'un homme politique est en campagne tous les jours. Donc ici, peut-être la seule différence, c'est que on n'a pas les affiches « Votez-moi » et autres. Sur la question des propos qui sont tenus dans la question du... Saïd a parlé d'ivoiritaire. Je pense qu'il pense à ce que Stéphane Tchipré aurait dit à... Pas lui seul, pas lui seul. À chose et d'autres. Et puis, voilà, le DG du Trésor qui a tenu des propos assez graves le ministre Amédée aussi. Voilà, sur des situations où, voilà, si vous ne me votez pas, vous n'aurez pas telle infrastructure parce que c'est moi qui suis proche du président, voilà. Bon, mais ce que moi, je voudrais noter, c'est qu'il est clair aujourd'hui que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Je crois qu'il va faire une conférence de presse le mardi et on va scruter ses propos. Mais je trouve qu'il n'est pas sur la liste électorale et le PPACI est tranquillement en campagne. Ça m'étonne, ça me surprend. Est-ce que le PPACI, est-ce que le président Gbagbo lui-même a accepté d'être exclu de la liste électorale? Est-ce que c'est consommé, c'est fini comme ça? Ça veut dire qu'il n'est pas sur la liste électorale et en 2025, il ne sera... Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il peut être réintroduit? Je ne sais pas. Moi, ce dont je me souviens, en 2000, M. Ouattara il était sur la liste électorale, mais il avait été exclu de la liste des candidats du RDR aux législatives. Et le RDR, pour ça, avait boycotté les élections législatives qui ont eu lieu en décembre 2000. Donc, je m'interroge sur est-ce que le président Laurent Gbagbo a passé la main? Est-ce que pour lui, c'est fini? Il ne revendique plus rien, il n'est pas sur la liste, et puis on avance. Si nous disent ça clairement, il n'y a pas de problème. Très bien. Voilà. Professeur Arthur Banga? D'accord. D'abord, je partage. S'il vous plaît, allez-y. Je partage le constat, l'amer constat de. D'abord, le bon constat, c'est que tout se passe bien pour l'instant. Il y a de la paix, il y a de la joie. Et certains craignaient des dérives, mais c'est tant mieux si ça se passe comme ça. Après, le reste me déçoit quand même. La première chose qui me déçoit, comme il a dit, je ne vais pas dire ivoirité parce que je n'ai pas la même définition de l'ivoirité, je vais dire des propos identitaires qui font qu'on a l'impression que les gens ne sont pas en Côte d'Ivoire chez eux. Voilà. On est 60 ans après les indépendances, on a des propos identitaires qui, moi, ne nous font pas honneur.
Deuxième chose, le chantage aux infrastructures, comme il a dit, mais le chantage aux relations avec le président de la République, ça devient trop. Non, votez-moi parce que c'est moi qui... On a l'impression que la décentralisation n'a pas de sens, qu'il faut connaître le président de la République pour pouvoir réaliser quelque chose. Alors que ce n'est pas ça. On parle très peu de programmes. Moi, ça me gêne. Ça me gêne vraiment tout ça, parce que ça biaise l'esprit même de la décentralisation, ça biaise l'esprit même de... Et un autre point, on est dans la concurrence au don, jamais la concurrence au programme. Moi, je pense qu'on est dans un achat de conscience, un achat de vote. Il faut que, comme l'a dit Alafé... Auquel les populations se prêtent finalement. Mais oui, si on n'encadre pas, il faut que la CEI... Parce que quand tu entends le président de la CEI, tu as l'impression qu'il est président de tout, mais responsable de rien. Il faut qu'il se mette en cause et qu'il réfléchisse à ce rapport-là pour nous permettre d'encadrer les campagnes et les pré-campagnes par rapport aux dons, par rapport à tous ces parrainages. Pour moi, c'est de l'achat de conscience clair et c'est désolant. Et puis, dernier point, les candidats qui soient responsables, qui laissent... J'entends souvent dans certains villages, on doit faire honneur au président Bédié qui est mort, on doit laisser des consignes. Laissez ça. Le président de la République, je dors avec lui. Oublions tout ça. Population, quand quelqu'un vient faire campagne chez vous, dites-lui, on a compris Bédié, on a compris Gbagbo, on a compris. Mais dis-nous, le budget de la commune, tu vas faire quoi pour nous avec ça? Comment tu comptes augmenter? Qu'est-ce que tu veux faire ça? Je n'ai entendu que 2 fois le programme. Une fois avec Patrick Hachi, une fois avec Touré Mamadou. Mais le reste, je ne l'entends jamais. D'accord, très bien. Oui, alors Geoffroy Kwao. Oui. Non, je pense d'abord, pour rebondir sur ce que Arthur vient de dire, que la CEI n'est pas responsable du cadre juridique des élections. Oui, mais elle propose. Non, elle propose ça, c'est donc adressez-vous peut-être aux législateurs. D'accord. Dans ce sens. Sinon, votre remarque est pertinente. Deuxième chose, c'est que la pré-campagne, oui, c'est une tradition électorale. Toute élection est précédée par une pré-campagne. Maintenant, bon, les dérapages les uns des autres, c'est ce que j'en parle d'ailleurs dans mon dernier livre, Violence électorale ou apologie de l'impolitique. Nous avons une classe politique, mais pas un personnel politique. Et c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Il y a une nuance en sciences politiques. Bon, prochainement, je peux faire... Bien sûr, bien sûr. Mais autre chose, il a parlé tout à l'heure de dons, d'argent, ceci, cela, etc. D'achat de conscience. Mais il y a un problème. Il y a un problème parce que tout ceci se fait en violation de la Constitution ivoirienne. La Constitution ivoirienne dispose que le suffrage est égal. Qu'est-ce qu'un suffrage égal? Un suffrage égal, il y a 2 dimensions. Premièrement, c'est l'égalité des électeurs. Un électeur, une voix. Deuxièmement, c'est l'égalité des candidats. C'est pour cela, dans toutes les grandes démocraties, on fait ce qu'on appelle le plafonnement des dépenses électorales. C'est-à-dire qu'il faut plafonner les dépenses pour qu'on n'ait pas une plutocratie. C'est-à-dire que celui qui est milliardaire ne vienne pas s'imposer. Or, chez nous ici, il n'y a pas de plafonnement. Et personne n'en parle. Et des gens vont venir avec... C'est pour cela qu'il y a le problème d'argent. Je fais une proposition concrète. Je pense que pour l'élection du président de la République, il faut faire un plafonnement à 1 milliard de francs CFA. Non, c'est peu, ça. Pour la campagne? Je fais une proposition. C'est pas avec de l'argent qu'on fait la politique, c'est avec des idées. C'est pour cela qu'il n'y a pas de programme. Je propose pour les législatives, il faut 100 millions. Je propose pour la campagne des élections locales, c'est-à-dire les communales et les régionales, je propose 70 millions. Et il faudrait que cela soit vraiment chaud pour permettre qu'on mette en avant les idées et non les moyens. Parce que nous ne faisons pas attention. Quand vous regardez bien, et ça c'est notre travail en tant que politologue, nous sommes dans une plutocratie. Ce sont les riches qui s'imposent dans le jeu politique. Et les riches, évidemment, ont une seule chose, un avantage, c'est l'argent. Or, il faut des hommes d'idées, de réflexion, mais ils n'ont pas d'argent. Vous comprenez? Deuxième chose, si nous ne faisons pas attention, non seulement on a une plutocratie, mais on va vers une dynastie politique. Le grand-père a été, le père est, et c'est le fils qui va être. Et quand vous faites une analyse, vous voyez que ce sont les mêmes familles qui gouvernent les autres. Tout cela porte atteinte aux valeurs, non pas à la démocratie, mais à la République. À la République. On a l'impression que nous sommes dans une monarchie, où ce sont toujours les mêmes, leurs grands-pères ont fait, leur père et aussi aujourd'hui les enfants. Donc il y a une matière à réflexion et je pense que les uns et les autres devaient voir les supports qui existent, mais le plafonnement des dépenses électorales est une exigence pour permettre
l'égalité du suffrage. C'est une belle idée, une belle proposition. Merci. Certainement, les législateurs On va aller voir les montants. vont bien regarder cela. Docteur Sylvain Nguessan. Je crains également, c'est l'idée qu'il a développée, la prise en otage des postes législatifs par ceux qui ont les moyens que les autres... Les postes sélectifs, vous voulez dire? Oui, les postes sélectifs soient pris en otage par ceux qui ont les moyens financiers et que les autres restent vraiment à la périphérie. À côté de cela, il y a eu les candidats indépendants qui se sont présentés. On a pratiquement tous souhaité sur le plateau que il serait souhaitable qu'il y ait une loi pour que celui qui a été indépendant, qui a été voté indépendant, reste indépendant durant les 5 années de son mandat. Donc, bon, ça n'a pas encore été fait. On espère que les années à venir, une telle loi sera votée. Pour ne pas que des électeurs qui ont voté pour un candidat indépendant se retrouvent du jour au lendemain à avoir un président de conseil régional, un maire qui est sous la bannière de l'autre parti politique. C'est cela. Voilà un peu. Très bien. Alafé Wakili. Oui, c'est la même chose, hein, à part que 1 milliard, comme je le disais, c'est peu. Il faut peut-être augmenter, mais il faut réguler. Il a parlé des indépendants après leur victoire, mais il faut déjà aborder la question des indépendants avant même leur candidature. Donc, dans le cas des élections à venir, on parle. Mais s'agissant du discours, où les gens se prévalent du président de la République pour les élections locales. Bon, je dirais que même aux législatives, c'est à peu près la même chose. Aux législatives, encore, c'est compréhensif. Parce que tu vas faire appliquer le programme du président au Parlement. Oui, mais donc, tu on peux te peut aussi dire le contraire. Non, on peut aussi dire le contraire. Un autre candidat peut dire, vous avez élu le président de la République pour contrôler la démocratie et éviter qu'il fasse n'importe quoi. Bien sûr. Donner le droit. Oui, tout à fait. Donc de la même manière... Pour les législatives, c'est normal. De la même manière, non. au municipal, il se trouve que pendant que les uns disent qu'ils sont proches du président de la République, qu'ils sont RHDP, d'autres disent aussi qu'ils ont bien travaillé sans cela et qu'il n'est pas donné. J'ai vu à Makori d'ailleurs, le maire de Makori qui a dit il est ministre, mais on s'en fout. Nous aussi, on travaille le président Ouattara. Donc ça veut dire que le discours est libre. Non, il n'est pas bon. Non, chacun l'assume, le revendique. Et d'ailleurs, vous verrez que lorsque vous critiquez certains cadres qui s'en seraient prévalus, il s'est trouvé d'ailleurs que lorsque le président de la République et président de parti va investir ses candidats, il ne donne pas un signal différent du message donné et que le Premier ministre qui dit un discours, un programme, est allé aussi soutenir les candidats RHDP en disant que s'ils ont besoin de quelqu'un, c'est celui-là qui doit voter. D'accord. Ali, tu peux je vais vous faire une précision à tous. Dimanche prochain, on sera au cœur de la campagne. Oui. Cette question-là, on en parlera. Rien ne dit qu'on sera là dimanche parce que nous sommes au terme. Nous sommes au terme de cette émission. Saïd Panda, vous avez 30 secondes. Depuis un moment, vous avez levé la main. Ouais. 30 secondes, c'était vraiment juste pour préciser qu'en réalité, le schéma des indépendants qui est évoqué par les autres panélistes, je pense que n'est pas adapté à la situation ivoirienne. En Côte d'Ivoire, peut-être à l'exception d'un ou deux candidats, en réalité, nous sommes plus face à des frustrés, des formations politiques. Donc, dans ce cas-là, il ne s'agit pas de légiférer pour dire qu'un candidat indépendant n'aurait pas le droit de se retrouver dans un parti politique. C'est des militants déjà de ces partis politiques. Donc, il ne s'agit pas là de transhumance politique à proprement parler. Très bien. Donc, c'est juste cette précision que je voulais apporter. Précision très pertinente en tout cas. Merci beaucoup. Alafé Wakili, merci d'être venu. Docteur Sylvain Nguessan, docteur Geoffroy Kouao-Julien, Saïd Penda, Augustin Couillot, professeur Arthur Banga, merci d'être venu. Malheureusement, on ne pourra pas attribuer les cartons ce soir. On le fera dimanche prochain parce que le temps imparti pour cette émission est arrivé à son terme. Merci à vous, chers internautes. Vous étiez un peu plus de 12 000 à nous suivre ce soir sur la page Facebook de l'émission. Je n'imagine pas les milliers d'autres téléspectateurs qui nous ont suivis, toujours fidèles à ce programme. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous a été présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien.